Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 14 mai 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Fabrice Béor. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, très bien, très bien. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Alors, j'ai la chance de pouvoir échanger enfin avec quelqu'un qui n'est pas à Moscou, en Russie. Tu es à Krasnodar. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est la bonne prononciation? Krasnodar. Oui, Krasnodar, ça veut dire le Don rouge. À l'époque tsariste, ça s'appelait Ekaterinodar, le Don de Catherine, puisque c'est un territoire, c'est pas une région, c'est un kraï, un territoire euh, donné aux Cosaques qui avaient fonction de défendre les franges, on va dire, de l'Empire. Et puis, il y a eu la révolution bolchevique et c'est devenu Krasnodar, le Don de Krasnodar, mais les gens, ils prêtent pas attention, les gens sont habitués à ce nom-là et il est connu en Russie, on va dire, pour être... jusqu'à présent, c'était la seule côte de la mer Noire et depuis, il y a la Crimée et c'est notre histoire. D'accord, très bien. Alors, comment on peut présenter, parler rapidement de Krasnodar? C'est comment, pourquoi vivre là-bas? C'est quoi? D'après ce que je sais, c'est le sud, il fait beau, il y a des plages, c'est ça? Oui, c'est le sud de la Russie. Il y a Sochi, ce qu'on appelle Sochi, et tous les gens connaissent, en particulier les Jeux Olympiques. C'est pour ça que des fois, lorsque je parle de la région à des gens qui ne connaissent pas plus que ça la géographie russe, je leur parle de Sochi, même si, évidemment, de par la géographie, Sochi est un peu à part dans la région, on peut appeler aussi ça le Kuban. Normalement, on dit le Kraï de Krasnodar, le territoire de Krasnodar, mais localement, ça a un nom, c'est le Kuban, qui est le nom d'ailleurs du fleuve, qui prend ses sources d'ailleurs dans le Caucase et qui se jette dans la mer d'Azov. Et le Sochi, c'est un peu à part de par sa géographie parce il est encastré dans les montagnes en quelque sorte. La plupart des gens qui vont à Sochi, ils y vont en avion. Mais le reste du temps, si tu veux sortir de Sochi pour aller dans le reste du Kuban, tu mets au minimum 3 heures, 4 heures de voiture ou de train, de toute façon, pour en sortir. Donc, c'est un peu à part, mais le reste, les côtes un peu différentes. La côte où beaucoup de l'Est, c'est des cailloux. L'Ouest, dès que tu te rapproches de la Crimée, ça devient la ville d'Anapa, ça devient vraiment du sable. La mer d'Azov, c'est que du sable également. C'est une région agricole, une région montagneuse, une région très importante parce qu'il y a le port de Novorossiysk qui est le seul port véritablement en mer chaude tout le temps ouvert de Russie. Et on ne parle pas de Sébastopol, qui est autre chose, donc c'est un port où il y a beaucoup de transferts de marchandises. L'exportation du blé, ça part généralement de là, la Russie pour le reste du monde. C'est d'ailleurs, Krasnodar, c'est un centre de trading de blé international, et pas que d'ailleurs. C'est pas connu, mais quand tu vas dans le centre de Krasnodar et tu vois à peu près les voitures, tu comprends qu'il y a des gens qui travaillent dans le secteur financier. Et puis, ce secteur agricole, j'ai dit, ville universitaire. Et c'est une ville, en fait, qui grandit. Euh, Moi, quand je suis arrivé, officiellement, il y avait 700, 800 000 habitants, légalement, enfin légalement, officiellement. Hmm. Euh, mais le CRAI, l'administration du CRAI de la région faisait tout lorsqu'il y avait un, comment on appelle ça, qu'on comptait les gens, moi, je ne trouve plus des mots en français, des fois je les oublie, faisait tout pour que ça Référencé. dépasse pas le million, parce qu'au-dessus d'un million, il y a des subventions fédérales pour des logements, etc. Donc je pense que certains promoteurs ne voulaient pas. Donc finalement, ils sont arrivés, ils ont dit qu'on est 1,2 million. Bon, la réalité, c'est qu'on est entre 1,8 million et 2 millions. Ça, c'est les vrais chiffres. Et le plan de développement de Krasnodar sur les 20 ans, c'est 3,2 millions. Donc c'est une ville qui grandit, qui a à peu près au minimum 50, dans les moments bas, quand c'était même le Covid et encore, c'était 30 000 habitants de plus par an, mais on peut arriver jusqu'à 60-70 000 habitants en plus par an qui viennent s'installer. Le sol positif, c'est ça. Donc c'est une ville qui grandit, qui est toujours dynamique. Même maintenant, Euh, pendant la guerre? oui, Enfin, oui, 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 ok. oui, bien sûr. Non, ça change absolument rien. Absolument rien. D'accord. Et c'est comment la température? Il fait plus chaud? Il fait plus doux? Est-ce qu'il neige là-bas? Il neige pas? Les premières fois, les premières années, 2, 3 premières années, quand je suis arrivé, il y a 16, 17 ans, euh, il y avait de la neige. C'était fin janvier, début février, vraiment au moins 50 centimètres de neige. On pouvait vraiment. Et puis, ça a vite disparu. Et la neige est un peu revenue les 5 dernières années.
Mais si ça reste 3 jours, c'est le grand maximum. En général, il neige le matin, le soir, il n'y a déjà plus rien, quoi. Donc, Il fait pas froid. On peut aller à la plage l'été, c'est bien. ah oui, oui, C'est un peu, c'est un peu le Marseille de l'avantage. la Russie, non? Ou pas? Ça me parle. Ah, On pourrait dire que c'est Krasnodar, beau. Krasnodar, c'est pas au bord de la mer, c'est à l'intérieur des terres du Kuban. Si tu veux y aller en voiture, ça dépend après la période, parce qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de monde, donc les Hmm. embouteillages aussi. Tu vas mettre si c'est la mer d'Azov, tu vas mettre 1 heure et demie, 2 heures maximum. Et la mer Noire, tu vas mettre, si tu respectes les limitations de vitesse, tu vas mettre 3 heures, quoi. Donc, je dis ça parce qu'il y a oui, c'est une région assez particulière pour conduire, hein. Il faut se dire, c'est comme mieux vaut pas conduire la nuit dans le Kuban, je ne le conseille pas aux gens. Voilà, en général, il Il y y a a des des petits fous. côtés négatifs, hein. Oui, 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 bah oui. Mais non, c'est la région où tu as la montagne, tu as une ville économiquement dynamique. Sur la côte aussi, il y a les villes même de la côte commencent à justement aussi profiter parce que ça déborde un peu dans la région, on va dire. Et puis, t'as les mers d'Azov et la mer Noire. T'es pas très loin d'Abkhazie. Enfin, Sochi, c'est à la frontière de l'Abkhazie, en fait. Et l'Abkhazie, c'est pour des vacances aussi qui sont mer-montagne, c'est intéressant, c'est un peu moins cher. Et puis, il y a la Crimée. Bah, d'ailleurs, en ce moment, pour les raisons qu'on connaît, les prix sont à 30 à 40% moins chers que, par exemple, pour cet été que dans le reste du Kuban. Parce que les gens, bah, évidemment, ils y vont moins, ils ont un peu plus peur, etc. Mais c'est une région qui est aussi très, très belle, vraiment, même jusqu'à l'intérieur des terres, moins, je suis moins fan, mais au bord de la mer, jusqu'à Sébastopol, il y a plein en plus de, euh, de ruines de l'époque grecque. C'est vraiment une région qui a toujours été peuplée depuis au moins 3000 ans, donc il y a des choses intéressantes. Oui, D'accord. Mais il y en a qui vont en Crimée en ce moment pour des vacances. oui, oui, bien sûr, oui, oui. D'accord. Oui, non, mais C'est le, pas, le- c'est dangereux ou pas? non, pas plus que ça. Depuis les attentats qu'il y avait eu sur le pont, les voitures sont fouillées plus systématiquement. Donc, il y a un peu une queue. Avant, tu passais avec l'autoroute, tu t'arrêtais pas. Tu partais de Krasnodar, tu y allais direct. Et puis, tu allais jusqu'à Sébastopol. La dernière fois que je suis allé, il y avait que les derniers, peut-être 20-30 derniers kilomètres qui n'étaient pas terminés, puisqu'ils ont tout refait le système autoroutier qui n'avait pas été. Rien n'a été fait depuis l'indépendance de l'Ukraine, en fait, en Crimée. Et non, tu pouvais tout faire. Là, bon, les camions sont interdits maintenant, évidemment. Ils passent par, d'ailleurs, maintenant par Mariupol, etc. Donc, c'est pas un souci. Ou par les bateaux. Mais tout ce qui est voiture, tu peux encore passer. Il y a juste il y a juste des contrôles. Voilà. Donc, tu peux mettre des fois, quand c'est les Ok. week-ends, tu peux mettre peut-être, on va dire, 2-3 heures à passer le pont, quoi. Mais le pont, tu le traverses en 20 minutes, hein. Enfin, D'accord. Bon, très il est bien. long, il est long, mais il est pratique. Alors, bon, intéressant pour Krasnodar. Bon, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours, et qu'est-ce qu'un Français fait à Krasnodar? Voilà, quelle est ton activité? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Alors, en deux parties, moi, je suis arrivé à Krasnodar parce que la mère de mes enfants y habitait. Je, on va dire que j'ai toujours eu un penchant côté de la Russie parce que je suis véritablement européen dans ma conception que je le vois. Enfin, je parle de l'Europe, hein, je ne parle pas de l'Union européenne, c'est deux choses différentes pour moi. Et donc, j'avais un peu quelques activités en faveur de la Russie. En France, j'avais des amis étudiants russes à Paris. Et puis, il m'avait invité à un grand camp de jeunesse qu'il y avait à une époque. J'y suis allé. Puis, la tante à côté était là. La tante ou la mère de mes enfants, elle habitait à Krasnodar. Donc, je suis venu en tant que, au début, étudiant pour apprendre le russe. Tout d'abord, 6 mois pour déjà voir si ça pouvait fonctionner avec la mère de mes enfants, la mère de mes futurs enfants que j'ai Ouais. aujourd'hui. Et puis, vu que ça matchait, donc j'ai fait le nécessaire auprès de l'entreprise auquel je travaillais. Je ne dirais pas le nom, mais c'est une grande chaîne privée française cryptée à l'époque. Voilà, on va dire ça comme ça. Et, euh, et puis après, j'ai fait ce qu'il fallait. Après quelques mois, je suis revenu avec un visa d'étudiant plus long. Là, je suis resté véritablement 1 an et puis je ne suis plus jamais reparti. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à faire sur Krasnodar? Bah, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il faut faire la différence entre expat et ce que je vais appeler, on va appeler ça un migrant, ce que j'étais, puisque aujourd'hui, voilà, citoyen russe. Double nationalité. Oui, les deux passeports, voilà.
Ah non, bah tiens, j'ai repris. Oui, c'est bah aussi, on ne voit pas. Voilà, République française. Oui, oui, on Et voit. voilà. Et donc, le, il y a beaucoup de gens d'expat qui viennent parce que bah, c'est un booster de carrière. Enfin, c'était un booster de carrière, parce que c'était plus les Ponts d'Or quand même. Et, mais les gens n'avaient pas plus d'a priori et d'affinité avec la culture, l'histoire russe. Ils venaient pour le business, ils pouvaient s'y intéresser. Certains l'ont fait. Je raconterai peut-être une anecdote sur ça. À l'époque de Carrefour, quand il a voulu s'implanter en Russie, les deux Carrefour, c'est Moscou et Krasnodar d'ailleurs, et pour montrer l'importance de Krasnodar dans tout cela. Et, euh, et puis ceux qui viennent, comme moi, qui sont venus pour des raisons personnelles et qui se sont dit, bah, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et bah, ça, c'est le truc classique, quand je savais pas, quand beaucoup de gens ne savent pas quoi faire, Les bah, cours de tiens, français. bah, voilà. Voilà, j'ai créé une école avec un autre compatriote, breton comme moi d'ailleurs, qui est toujours là, qui habite juste à côté de chez moi d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur le canal de mes activités dont on va peut-être parler, des fois de temps en temps, il est visible parce que c'est en même temps mon coach de musculation. Donc, bon. Et, voilà, on est très très proches. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on s'est dit? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire ça. Ça a duré 2-3 ans. Et puis après, j'ai d'autres activités telles que celle d'aujourd'hui, qui est le conseil et l'accompagnement pour l'expatriation en Russie, mais en particulier, évidemment, dans le sud de la Russie, dans le Kouban. J'attends de proposer la Crimée lorsque les événements en cours seront terminés, parce que l'expatriation, c'est comme une responsabilité, c'est changer de vie et euh, faire du business, ok, puisque le temps, c'est de l'argent et l'expérience, ça se monnaie, bien évidemment, mais je vais pas, on va dire, je ne vais pas mettre dans les complications quelqu'un simplement pour vendre du service. C'est pas du tout ma. J'essaye, entre guillemets, selon moi, de sauver quelques âmes. Et donc, pour certains, selon certains profils, la Russie, ça leur appartient. Après, j'ai d'autres activités en Russie qui sont vraiment que en Russie, justement, liées avec ce que j'avais fait avant des cours de français. Alors, c'est pas des cours sur Internet, mais c'est quelque chose que je suis en train de finaliser, j'en parlerai ultérieurement, mais c'est apprendre le français, on va dire, aux Russes, non pas pour venir en France, mais par rapport aujourd'hui d'ailleurs à l'actualité économique, il y a beaucoup de liens économiques entre la Russie et l'Afrique qui sont en train de se lier, et le français, ça peut être un élément supplémentaire pour certains Russes pour faire carrière à l'international, justement. Et c'est deux activités complémentaires en quelque sorte, parce que bon, accueillir des Français en Russie et aider les Russes à apprendre le français, bon, là, tu lis un petit peu de monde. Ouais, c'est un petit peu ce que je fais avec le Club France Alsace, c'est-à-dire qu'on essaie de créer une communauté de Français et de francophones et de francophiles pour que les Français ne restent pas qu'entre Français, rencontrent des locaux, que ce soit en Russie, en Chine Oui. en Thaïlande, et que pour les Russes, ils puissent rencontrer des Français, apprendre le français, faire du business avec des Français. C'est vraiment une communauté. Les Français, je suppose, ne sont pas en Russie pour imposer à tout le monde les cultures françaises, etc. Ils sont là aussi pour s'intégrer. Voilà. Donc, Il y a différents types, hein. Moi, j'ai un langage assez franc. Il y a souvent des gens que j'ai pu rencontrer qui sont même venus à Krasnodar ou d'autres que je peux avoir dans le cadre de mes conseils euh, qui sont pas faits pour la Russie. Parce que, ils n'ont pas l'état d'esprit, parce qu'ils viennent, ils pensent qu'ils vont trouver la France en ouais, Russie, bah, parce comme, qu'ils pensent typiquement français, ils arrivent, ils ont un esprit colon. hmm. Non, certains quittent la France pour des raisons diverses et variées, dont l'immigration, et ils reproduisent la même chose qu'ils reprochent aux gens. Ouais, là, on se contredit, c'est clair. Ouais. Ça peut pas aller, ça peut pas aller. Surtout en Russie, dans un pays qui a une forte culture, non, ça peut pas y aller. Même si les Russes adorent les Français, bon, évidemment, si tu parles russe, c'est un meilleur moyen d'intégration, c'est une évidence. Mais il faut faire les deux. Il ne faut pas rencontrer et vivre qu'avec des Français. Il ne faut pas non plus qu'avec des Russes, parce que quoi qu'on en Ouais. dise, en l'âge à laquelle aussi on s'expatrie, mais quoi qu'on en dise, à un certain moment, on reste toujours imprégné de la culture dans laquelle on a grandi. Et moi, quoi que j'en dise, quelles que soient mes opinions spirituelles, je suis de culture française et catholique, même si personnellement, je n'ai pas un positionnement particulier sur la religion, mais c'est une évidence. Et donc, il faut jouer à ça. Et puis, quand on a des enfants, c'est un élément supplémentaire à leur Transmettre. offrir.
Oui, au minimum trois langues, puisque l'anglais, il faut l'apprendre, ça c'est une évidence. Et donc, quand ils ont trois langues, le français, le russe, d'une manière maternelle, enfin natale, on va dire, ce qu'on dit en russe, on dit родной язык, c'est-à-dire oui, langue natale en quelque sorte. Et l'anglais, bon, bah, évidemment, après, il suffit qu'ils fassent des études particulières selon ce qu'ils veulent et qui ont évidemment qui existent, qui a des débouchés, hein, pas en sociologie. Et à partir de là, quand tu as trois langues en supplémentaire, bon, bah, sur un CV, on va dire, ça fait la différence avec quelqu'un qui sait une langue et demie, quoi. C'est une évidence. Tout à fait. Tu leur parles en français à tes enfants? Tout le temps, Hmm. tout le temps. Leur mère, c'est en russe, moi en français. Ouais, c'est la Quand il y bonne a chose. leur, quand il y a leur papy-mamie qui vient, c'est en français. C'est là qu'ils font des progrès, puisque à ce moment-là, ils entendent plus le français que le russe au sein du foyer. Et puis, oui, oui. Mais des fois, ma fille me corrige en russe, donc ça va, on s'entraide. Très bien. Est-ce que tu te sens patriote français et donc tu montres fièrement les deux passeports? C'est quoi ton sentiment? Alors, voilà, oui, souvent dans l'expatriation, on va prendre le terme général, j'ai fait la différence tout à l'heure, mais le terme général, il y a des gens, on entend, qui restent en France par choix ou parce que ça ne leur vient jamais à l'idée de partir ailleurs ou parce qu'ils ne peuvent pas, peu importe la raison. Il y a une forme, ah oui, mais t'es parti, il faut rester en France, il faut... Oui, mais moi je prends toujours l'image du Titanic. C'est oui, il y a encore des choses qui sont mieux en France qu'en Russie, c'est vrai, et certainement qu'elle est en France, mais quand tu prends les courbes, bah, tu te poses des questions. Et puis, bah, c'est bien de se moquer du petit chalutier à côté qui pue le poisson pourri, mais lui, il va au bord, lui, il va te ramener sur la terre ferme. Tu vas pouvoir continuer à vivre. Une cage dorée, c'est bien, mais ça reste toujours une cage. Donc, comme beaucoup en général, en particulier, je pense peut-être partout dans le monde, c'est la même chose, mais en tout cas pour ceux qui sont en Russie et que je connais, on est toujours évidemment attaché à notre pays. Mais déjà, on n'a qu'une vie, donc autant la réussir. Deux, quand on a des enfants, on a la responsabilité de leur offrir la meilleure vie possible que l'on pense. Hmm. Euh, et la France, pour mes enfants, non, non, non. La sécurité, ce qu'on leur apprend à l'école maintenant, etc. Enfin, non, non, vraiment pas envie. Ce Et qu'on leur apprend à puis, l'école, tu parles du wokisme, c'est ça? oui, oui, bien sûr, Entre autres, oui. bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et c'est ça que les gens, il y a toujours ces éléments de caricature. Euh, il y a les deux. Il y a ceux qui disent oui, en Russie, vous êtes là-bas, vous êtes intolérants sur, genre, on va parler sur les homosexuels, etc. Je fais non, non, vous faites une différence. Vous ne faites pas de différence, justement. Vous êtes essentialiste. C'est ça votre problème. Vous voyez tout en noir, en blanc. Non. Ça a toujours existé, ça existera toujours. En Russie, tu n'as aucun problème. Il y a une expression en Russie, si je la traduis en français, c'est chacun fait ce qu'il veut sous sa couette. Chacun fait ce qu'il veut, mais t'en fais pas un élément politique. T'en Hmm. fais pas un élément de division de la société et tu ne veux pas l'imposer aux autres et en particulier aux enfants. C'est ça la loi en Russie, c'est juste ça, c'est rien d'autre, c'est quelque chose pour moi du bon sens. Et donc ça c'est aussi aujourd'hui pas mal de gens qui viennent s'expatrier en Russie et qui ont des enfants, c'est pour cette raison-là. C'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup de familles assez traditionnelles, des fois souvent assez, assez croyantes, c'est vrai. On voit beaucoup d'Américains, de Canadiens qui viennent aussi pour ça. Ils sont médiatisés, évidemment, c'est pas la majeure partie, mais quand même, depuis depuis 2 ans, il y a quand même quelque chose qui change, on le voit. On le voit. Alors, les Russes sont focalisés sur ce qui se passe en ce moment, pas tellement sur comment aider les gens à venir en Russie. Sur le côté immigration, etc., c'est même un peu plus compliqué, allons-nous dire, mais une fois que ce sera terminé, ils vont se pencher dessus, à mon avis, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin de, comme beaucoup de pays, de compétences bah, des Européens qui seraient compétents, qui apporteraient de la valeur ajoutée à leur pays, évidemment, ils seraient pas contre. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui veut y aller en solo, qui connaît pas la Russie, qui a jamais mis les pieds. Non, il Ouais. faut pas se jeter. J'ai un Il y a ami des qui, étapes. j'ai un ami qui vient juste m'envoyer une information. Belousov, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Belousov, nouveau ministre de la Défense, je crois. Oui, Il dit qu'il annonce que le rôle de la Russie, c'est un keeper de traditional values of the West. Donc, en fait, c'est un petit peu là où que les valeurs occidentales se réfugient, sont préservées. Est-ce que c'est ton avis? oui. Moi, je dis que la Russie, c'est le flambeau des libertés européennes.
Et je dis des valeurs en général parce que c'est même pas, certains confondent valeurs avec d'ailleurs même des fois des côtés religieux ou tradition comme ils pensent, etc. Moi, pour moi, c'est simplement des éléments de bon sens. Ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de mon, on va dire, devoir de père de donner une base minimum saine à mes enfants. Après, libre à eux, lorsqu'ils sont adultes, de choisir leur vie. Mais oui, oui, bien sûr. Les gens le voient comme ça. Et même si la Russie est compliquée, parce qu'en même temps, elle est traditionnelle et très moderne, en même temps, les Russes, c'est le pays des extrêmes, en fait. C'est le pays où tu vas avoir le plus de gens qui vont ne pas boire d'alcool, mais ceux qui boivent, ils vont boire pour tous les autres. Donc, évidemment, ils sont plus visibles. Et c'est la caricature qu'on en fait. Mais c'est le pays où il y a le plus aussi de gens qui vont se dire athées. Et en même temps, c'est un pays où il y a le plus de religiosité, si on fait une comparaison avec la France. C'est comme les climats, c'est la même chose. Tu peux avoir des climats très froids, très glaciaux, et puis en même temps, tu as un climat, on va dire, tempéré, et voire même très méditerranéen l'été. L'été, dans le Kuban où je suis, tu as 15 jours, c'est vraiment la canicule. Si tu n'as pas la clim, tu survis pas, quoi. Si tu n'es pas habitué, tu survis pas, véritablement. Bon, l'hiver, si on a quelques jours où il fait -5, c'est extraordinaire. C'est supportable, on va dire. Quand il y a la neige, on est content puisqu'on sait que ça va durer 2 3 jours, c'est tout. Mais donc c'est vraiment le pays. C'est dur, c'est un pays qui est dur. Il n'y a pas de filet social, il n'y a rien. Quand tu es russe, c'est très très minime. Alors, pour les familles, c'est autre chose, mais c'est très minime. Quand tu es étranger, il n'y a absolument rien pour toi. C'est clair, tu viens Je vois pas, pas on va vivre dire. des aides sociales en Russie, quoi. Non, ben non, il n'y en a pas pour toi, de toute façon. Et donc, comment dire ça, c'est très dur, donc ça se prépare une expatriation. On ne vient pas au hasard, on n'est pas à Paris, puis on va déménager à Barcelone parce que c'est sympa. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus compliqué, il faut être sûr, parce qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a des gens qui aiment la Russie, mais ils n'ont jamais mis les pieds. Ça se trouve, ils se font une idée qui n'est pas la leur, et ça se trouve, ils ne sont pas faits pour ça. Mhm. Et puis, ils voient, quand on arrive, évidemment, toujours, et qu'on on a un rêve, on voit que le positif, on ne regarde pas le côté négatif. Et il y a des côtés négatifs, et il faut les connaître. Et donc, il faut d'abord venir. Venir en touriste, venir dans plusieurs endroits, parce que Moscou, c'est pas la Russie, Saint-Pétersbourg, c'est pas la Russie, Krasnodar même, c'est pas la Russie. Il y a plusieurs Russies vraiment, vraiment différentes. C'est pour ça qu'on dit il y a plusieurs Russies, parce que l'Oural, la Sibérie, l'Extrême-Orient, lac Baïkal ou Vladivostok, ça n'a absolument rien à voir avec Moscou, Saint-Pétersbourg, Samara, Nijni Novgorod, etc. C'est vraiment, il y a vraiment. Alors, les Russes sont quand même culturellement plus proches qu'ils le pensent. À chaque fois, ils essayent de faire des différences que par rapport aux Français. Il y a plus de, de rapprochement, on va dire, culturel entre les différentes régions russes, surtout européennes, la partie européenne, on va dire, pas la partie asiatique, la partie européenne, qu'il y a en France. Entre un Breton, un Corse, un Alsacien, il y a plus de différences, on va dire. Ça, ils ne s'en rendent pas compte. C'est ceux qui voyagent peut-être le moins, ils s'en rendent pas compte. Mais la Russie, c'est un pays où, justement, vous êtes même dans la partie européenne. Il y a des régions qui sont bouddhistes, il y a des régions qui sont musulmanes. Il y a des régions, d'ailleurs, dès qu'on franchit la Sibérie, qu'on s'approche là vraiment ce que j'appelle l'extrême-orient russe, qui sont à 90% bouddhistes, etc. Donc c'est vraiment, c'est pas une nation, c'est un empire. C'est pas la même conception qu'on peut avoir de la citoyenneté. Les gens, il y a la citoyenneté, puis il y a la nationalité. Vous êtes, par exemple, moi, je suis roussiane, c'est-à-dire que je suis, on pourrait dire, citoyen russe, mais je ne suis pas rousski, je ne suis pas slave. Donc, c'est toujours intégré dans les gens. Il y a ils font bien cette différence, mais ce n'est pas une différence pour faire une discrimination. C'est simplement, bah, tu fais partie de tel peuple. C'est juste ça, parce que c'est un empire, ce n'est pas une nation. Donc, la Russie, mais ça te refait vivre, justement. C'est pour ça que même quand tu as des malheurs, même quand tu as des soucis, parce que il y a des gens qui pensent qu'ils s'expatrient parce qu'ils ont des soucis, mais si tu n'as pas résolu tes soucis avant en France, tu vas les emporter avec toi, ça ne va rien changer l'expatriation, hein. Mais en Russie, voilà, tu as des hauts et des bas aussi, autant des fois dans le business, autant des fois dans la vie personnelle, tout ce qu'on veut, comme partout ailleurs. Comme partout, oui. Mais comme partout, il y a rien de particulier à cela. Mais la vie, et en particulier depuis 2 ans même, où ça a même accentué, mais dans le bon sens du terme, ça bouge plus, ça bouge plus. C'est vraiment les montagnes russes, là. Mais dans le bon sens, c'est que tu te sens revivre. Si t'as plus, s'il y a des choses qui t'arrivent, tu peux être plus malheureux. Mais en même temps, la chose qui va arriver, qui va être plus positive, et tu vas être encore plus heureux parce qu'en réalité, tu n'as pas la société, tu n'as pas l'État qui est là en train de te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, ce que tu dois manger, ce que tu dois dire ou pas dire, etc. À titre individuel et dans le business,
Dans le grand business comme partout ailleurs, faut connaître les gens et puis corruption, etc., évidemment, mais en réalité pas plus, parce que tu me parlais de ce ministre, ce nouveau ministre de la Défense qui est un civil. Il est arrivé, il a déjà mis dehors, et personne en procès, un vice-ministre de la Défense pour corruption, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu plus, un peu plus et qui va remettre les choses un peu plus droit, on va dire. Mais c'est en même temps, c'est la Russie, c'est dans le bon sens une économie mixte en quelque sorte, puisque tu as un étatisme particulier sur tous les secteurs qui sont stratégiques. Et puis, dès que tu descends, au fur et à mesure que tu descends, c'est de plus en plus libre. Tu es de plus en plus libre d'entreprendre. Et quand tu es un entrepreneur, que ce soit individuel ou même tu es une petite entreprise qui ressemble à une SARL, c'est une OOO en Russie, c'est de plus en plus simple. Et il y a même un statut qui a été fait par, à l'époque où il était ministre je crois, je sais pas si c'était finance ou du budget, je crois, qui est devenu Premier ministre depuis, qui a été reconduit, donc là, Michousine. Tu prends une application, tu prends ton téléphone, tu charges une application du fisc et tu dis je fais telle activité et c'est de l'autodéclaration sur ton chiffre d'affaires. Alors c'est 4% ou 6% selon si c'est du B2C ou du B2B. Et tu déclares, ils te disent, bah voilà, à la fin du mois, tu dois payer tant. Tu appuies, tu me donnes ta carte bancaire, tu as payé, c'est fait. Et tout dedans, tu as les tickets de caisse, s'il y a quelqu'un qui veut l'avoir pour ses factures, etc. Tout est en un. Tu n'as même pas besoin t'as même pas besoin d'expert comptable. Tout est fait dans une application gratuite d'auto-déclaration, ce qui fait que beaucoup de gens qui travaillaient au noir on va dire, sont rentrés, ont officialisé leur revenu de ce côté-là. Et c'est la première fois. Et d'ailleurs, pour les experts comptables, c'est un dieu, Michoudine. Ils adorent parce qu'il a simplifié, il a numérisé, il a digitalisé, et il a simplifié tout ça. Et la Russie, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus simple. Alors, on n'est pas au niveau encore, et encore, s'il y a beaucoup de choses à redire, mais de l'Estonie et tout ce qui est un peu numérisé, etc. Mais on s'y approche, c'est l'objectif. Donc, quand on veut entreprendre en Russie, franchement, il n'y a rien qui vous empêche, Tu dirais rien qui qu'en vous Russie, il empêche. y a plus de liberté qu'en France au niveau business? Oui, 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 aucun souci. Franchement, aucun souci. Alors, pour parler clairement, tu as envie de te lancer dans l'agriculture, tu arrives avec des millions, déjà, tu es étranger, tu peux pas acheter, mais et encore, c'est pas exactement vrai. Mais tu vas acheter des terres. Bon, il y a des secteurs peut-être, faut peut-être pas mettre les pieds parce que tu as trois grands propriétaires terriens, on va dire, dans l'agriculture en général, puisque dans les vignes, dans tout ce qui est vignoble, il y a beaucoup de vignobles ici, de plus en plus d'ailleurs. Là, c'est vraiment plus partagé. Il y a vraiment là, il y a des dizaines de producteurs, grands et petits. Mais quand tu es un entrepreneur, quel que soit le niveau, tu es tout seul ou tu as quelques employés, bon, évidemment, t'as rien qui t'empêche. Si tu as envie que tu aies, entre guillemets, aucun problème, tu te prends un avocat qui te met tout en ordre, parce qu'il y a des Russes, des fois, qui ont des petits problèmes, semble-t-il, avec telle ou telle administration. Mais ils respectent pas la loi. Donc, si ils donnent le bâton pour se faire battre, il faut être un peu bête. Si tu fais tout dans les règles, tu n'as aucun souci. Moi, je n'ai jamais eu aucun souci. J'ai jamais, on va dire, essayer d'avoir un passe-droit pour tel ou tel document. Tu peux le faire, hein, c'est même presque légal pour que ton dossier va plus vite. Mais moi, j'ai jamais fait à l'époque. Aujourd'hui, c'est des fichiers, des guichets, on va dire, pour les documents, pour l'administration, pour l'immigration. C'est des guichets qui sont presque uniques. Tu fais presque tout au même endroit. À 90%, tu fais tout au même endroit. Moi, à mon époque, c'était divisé dans 7-8 administrations différentes. Il fallait te lever à 2 heures du matin, te mettre sur une liste, attendre la liste pour pas qu'on te la vole la nuit. C'était le parcours du combattant. Donc, quand j'entends certains expats aujourd'hui qui se plaignent, ça me fait rire parce qu'ils ont que 10% de l'effort que nous, on a dû donner pour s'installer en Russie. Non, non, c'est vraiment plus simple. Et je pense qu'après l'opération militaire spéciale, après la guerre en Ukraine, ils vont s'atteler au visa, aux migrations, pour faire venir justement ce type de personnes. En tout cas, on est plusieurs on travaille, à vouloir travailler au niveau régional ou fédéral, on va dire, leur expliquer l'intérêt pour la Russie, et peut-être même leur donner des pistes et leur donner peut-être même des documents juridiques, comment ils pourraient travailler sur des lois dans ce domaine. D'accord. Tu parles beaucoup d'après la guerre.
Mais là, concrètement, l'économie, elle est comment en Russie? Parce que vu depuis, les Français vont se dire, ouais, la vie est plus chère, l'économie russe va mal, etc. Comment ça se passe? Un Français qui a un peu d'argent de côté, il va aller en Russie, mais il hésite parce qu'il sait pas, il regarde les infos, il sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Toi, tu es basé là-bas, qu'est-ce que tu lui dis? Voilà, quelqu'un qui a un petit peu d'économie, il hésite, il va venir, il va apprendre le russe, ça vaut le coup ou pas? Oui, bah, c'est justement le moment qu'il faut venir. Déjà parce que le rouble est faible donc par rapport à l'euro ou le dollar. Même avec l'inflation, tu as, un meilleur pouvoir d'achat qui a. euh, Ah, là, ça va mieux, là. oui, non, Alors, oui, le pouvoir d'achat. donc oui, tu parlais du pouvoir d'achat. Oui, du pouvoir d'achat pour quelqu'un qui vient avec des euros et des dollars aujourd'hui, et même avec, en comptant l'inflation, est un peu supérieur à ce qu'il pouvait avoir le début de l'opération militaire spéciale. Et donc, non, non, c'est toujours intéressant de venir. C'est même, je dirais, plus intéressant. C'est plus compliqué parce que tu n'as pas de vol direct. Tu es obligé de passer, si tu viens d'Europe, tu passes par Belgrade ou par Istanbul. Il y a des gens qui Istanbul, même ouais. passent même par Alger maintenant, tu as des vols, mais c'est plus quand tu vas à la capitale. Si tu veux aller un peu ailleurs, bon, c'est Istanbul où de toute façon, c'est un des aéroports, tu as plus de destinations au monde, donc Istanbul, c'est très très bien pour ça. Euh, euh, donc sur ça, les prix en eux-mêmes, bon, l'inflation, tu as la moitié qui est une inflation mondiale importée. C'est importé, c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Donc ça, c'est pas particulier à la Russie. L'autre moitié, c'est une partie effectivement qui vient que certaines chaînes, on va dire, d'alimentation en produits est un peu plus longue. Donc ça augmente, à des intermédiaires supplémentaires, donc ça augmente. Mais par exemple, si on prend deux choses, l'immobilier, ça n'a absolument rien à voir évidemment avec un marché mondial dans le cas précis, il n'est pas corrélé à ça. Les augmentations ont été faites il y a 4 ans, ou partout dans le monde, je ne sais pas s'il y a 4 ans ou 5 ans, ou partout dans le monde, les prix ont beaucoup augmenté. En Russie, en 8 mois, ils avaient doublé. Ils avaient doublé en 8 mois. Donc ça reste. Il y a des petites augmentations, mais ça reste stable, les prix. Les prix qui avaient augmenté au tout début, bah, ils sont revenus presque à la normale, je dis presque. Évidemment, hein, comme partout ailleurs, il y a des augmentations. Après, quand on va en arrière, on ne revient jamais au prix d'origine. Mais les salaires augmentent aussi. Alors ça, c'est une préoccupation de la Banque centrale, justement, pour pas que ça alimente une inflation sans arrêt. Mais les salaires augmentent aussi. Je ne parle pas des salaires des gens qui sont recherchés, qui ont des ingénieurs, des programmeurs, etc. Non, non, c'est aussi, par exemple, dans la région, si tu es chauffeur poids lourd, beaucoup de chauffeurs poids lourds, ils sont engagés dans l'armée, en fait parce qu'ils leur proposent des salaires importants. Et les salaires bah, aujourd'hui que proposent les sociétés pour avoir les chauffeurs de poids lourds, ils se sont mis au niveau de l'armée parce que sinon, ils ne trouvent personne. Mais c'est des salaires qui, par rapport à la moyenne, sont 5 fois la moyenne régionale, on va dire, est 5 fois plus importante qu'un salaire moyen pour un chauffeur de poids lourd. Un chauffeur de poids lourd, aujourd'hui, dans la région, il gagne autant qu'un programmeur qui commence, quoi. Donc, il y a des métiers D'accord. manuels et des métiers Voilà. intellectuels qui sont effectivement, pas en pénurie, mais en tension sur le marché. Et donc, ça compense largement, Un chauffeur largement poids lourd, c'est réservé aux Russes quand même, je Comment? suppose. C'est réservé aux Russes quand même, ce genre de métier, chauffeur poids lourd. Oh, je pense pas. Non. Là, aujourd'hui, dans la région, je pense à quelque chose, à une société. Je pense qu'ils arriveraient à trouver. Ils arriveraient à quelqu'un qui serait pas russe Ah, ils enfin, ou arriveraient. alors des pays aux alentours, mais c'est pas des Français normalement, les chauffeurs poids lourds. Bon, en général, le Français qui vient, il n'est pas chauffeur de poids lourd. C'est très rare que ce soit des emplois, des employés, on va dire, ouvriers sans une qualification particulière, parce qu'on peut être ouvrier Mm. spécialisé. Non, non, en général, c'est pas l'expatriation qu'on a, parce que bah, c'est pas la vie, c'est pas l'environnement culturel, c'est pas les moyens. Voilà, c'est quand même, en général, si tu veux venir en Russie, il faut quand même avoir un peu d'argent. Voilà. Ouais, Tu peux pas avoir une vie au RSA en France et penser, tu dis, voilà, super, j'ai 400 euros, je vais ouais, vivre comme un roi. Non, alors sur Moscou, c'est pas la tu rue penses vers comme. l'or, quoi. Ouais. Non, non, mais c'est pas les années 90, c'est terminé ça. Les gens qui pensent, ils ont encore cet état d'esprit où ils pensent que ils n'ont pas compris que qu'entre guillemets, ce qu'on appelle l'Occident, c'est ça l'exception en fait. Le reste du monde il est tout à fait différent et que tu vas à Luanda, en Angola, on vit mieux qu'à Paris, quoi. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses parce qu'ils ne voyagent pas, ils se nourrissent Ouais. simplement à BFM et LCI. C'est pour ça que j'invite toujours les gens, je leur dis, mais je ne vous demande pas même de partager mon idée sur moi, sur la Russie, qui a tort, qui a raison, ce qui se passe Faut actuellement, venir voir.
Mais venez, venez, allez même, allez en Chine, vous allez voir, c'est pas la caricature. Là, j'ai un ami qui est en Chine actuellement. C'est pas la caricature qu'on peut avoir, mais d'ailleurs sur la nourriture, c'est absolument, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une image tout à fait différente. Et la Russie, c'est pareil. C'est pas la caricature que vous pouvez avoir, comme d'ailleurs des Russes qui des fois ont une image caricaturale dans le côté positif de la France. Je leur dis, mais je vous invite à y Comme les aller. Chinois et les Japonais, hein. Oui, après il y a le syndrome, ouais, Bon, quand ça, ils reviennent. c'est un autre problème. Ouais. Mais en tout Ouais. cas, bon, on a compris la vie en Russie, etc. Maintenant, il y a des Français qui critiquent la Russie en disant qu'elle est idéalisée, que beaucoup la voient comme celle qui, voilà, la sauvegarde des valeurs occidentales, etc. Alors qu'au contraire, la Russie, c'est un gros melting pot. Il y a pas mal de toutes ethnies et il y a beaucoup de musulmans. Et donc, récemment, d'ailleurs, enfin, récemment, il y a comme il y a quoi, il y a 2 mois, bon, il y a eu ces attentats à Cracovie, etc. Bon, comment tu analyses, qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent qu'en fait, voilà, tu sais que voilà, j'ai pas mal de contacts dans les milieux de la droite qui se disent patriotes, etc. Donc les avis sont divisés sur la question russe, ukrainienne. On a des gens qui sont en général un peu plus, on va dire, identitaires, qui sont pour la civilisation européenne. Parfois, ils vont soutenir l'Ukraine juste parce que ce sont des blancs, etc. Et ils vont dire que la Russie, c'est un petit peu, c'est du fake. Il y a des patriotes qui soutiennent la Russie, mais en fait, c'est l'ennemi des patriotes parce qu'ils sont les amis des islamistes. Ils font des deals avec les pays musulmans, etc. Ils ont pas mal de problèmes avec les musulmans, etc. Donc, en fait, ils disent aux patriotes français, n'allez pas en Russie, ne soutenez pas la Russie. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, deux choses, juste un petit aparté, mais très rapide, justement, qui correspond à ta question, et après, je vais y répondre directement. Euh, oui, beaucoup, justement, de ces gens dont tu parles, souvent, des fois, moi, en message privé, les haters habituels, tu es un traître, etc., ainsi de suite. Je leur dis, bon, déjà, tu sais pas qui je suis, ce que j'ai fait dans ma vie, parce que j'ai fait beaucoup de choses d'un point de vue géopolitique. J'en ai fait pas de l'analyse. Moi, j'ai fait du concret sur le terrain dans beaucoup de domaines. Donc, c'est assez amusant de voir des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans et qui te donnent des leçons de vie. Moi, j'en ai 51 ans. Et si tu veux, j'ai certainement fait beaucoup de plus de choses pour l'Europe et pour la Russie que beaucoup qui peuvent l'affirmer, hein. On va dire, la France, voilà, c'est un pays où on parle beaucoup et on n'agit pas beaucoup. Euh, Moi, je me suis imprégné de ce côté euh, qui est un peu plus russe, effectivement, où on parle moins, mais on agit plus. Voilà. Des fois, ça met du temps à agir, mais quand ça agit, ça le fait. Ça va à fond, ça va de. Quand je l'ai toujours dit, c'est le pays des extrêmes. Donc voilà. Donc, mais être à quoi? Puisque la France, moi, que j'ai aimée, c'est elle qui m'a trahi. Moi, la France que j'ai aimée, elle n'existe plus. Et quand on s'extrait de son pays, on voit les choses d'une manière on voit les choses qui sont bonnes et qu'on ne voyait pas. Mais on voit aussi la pente générale. Quand on voit loin, on voit plus, on a un focus plus Ouais. large. Et ça, les gens ne le voient pas. Ils sont un peu enfermés dans une prison un peu mentale. Et c'est pas en niant la réalité que celle-ci va changer. Parce qu'à ce moment-là, on est macronien. C'est la même chose. On parle et on pense qu'avec des paroles, on va changer la réalité. Non, ça changera pas. Il y a des pentes, il y a des choses, et puis il faut un peu apprendre l'histoire. Pas simplement se limiter à des connaissances, on va dire, des réseaux sociaux. Il faut un peu lire. Et je ne pense pas que ces gens ont une conception plus globale et qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie. Alors, la Russie, oui, je l'ai dit, la Russie, c'est pas une nation. D'ailleurs, la conception de nation, c'est la France qui l'a inventée, hein, moderne, l'État-nation. Mais l'Allemagne, c'est pas une nation comme la France. L'Italie, c'est pareil. L'Espagne, c'est pareil. C'est pas la France. C'est pas la même chose. Et la Russie, encore moins. La Russie, c'est effectivement la jonction entre l'Orient et l'Occident. Ils sont plus européens que, entre guillemets, asiatiques dans le sens qu'on l'entend, mais des fois dans la nourriture, des fois dans la façon aussi de se comporter, effectivement, ils ne sont pas le côté rationnel français, ce qui, moi, toujours, des fois, peut m'énerver dans certains éléments, puisque des fois, ils fonctionnent pas pareil. Un Russe ne va pas avoir, entre guillemets, la même logique. Ou pour un Français, pour certaines choses, ils n'ont pas de logique, mais parce que le processus de compréhension de la réalité n'est pas la même. Donc, il faut en avoir conscience. Je pense que dans tous les pays, c'est pareil. Venir avec un état d'esprit français et essayer de comprendre le monde chinois, tu vas pas réussir, c'est pas possible. Euh, et, euh, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je leur dirais déjà, c'est pas la même histoire vis-à-vis de l'islam. Il y a les pays d'Asie centrale.
Là, effectivement, il y a des problèmes en Russie sur ça. D'un autre côté, dans la construction, et ça c'est une vérité encore, sans les Ouzbeks, il n'y a pas vraiment de construction d'immeubles en Russie, faut le dire. Le truc classique, parce que les promoteurs ne veulent pas payer les salaires. Voilà, donc, Bah, c'est le ils même problème qu'il y a exploitent. en France. Oui, non, mais c'est partout pareil. C'est la construction, ouais, c'est mondial, hein. Ça, c'est vrai, parce qu'ils prennent les gens dans les villages, etc., de ces pays-là, qui ne comprennent pas trop le russe, d'ailleurs, et qui ont un niveau culturel assez bas, et évidemment, il y a confrontation. Mais bon, en Russie, il y a un État, donc là, quand tu fais quelque chose qui est contre la loi ou tu es violent, donc tu es arrêté, en général, il n'y a pas un petit papier, un rappel à la loi. Hein, c'est que tu as une détention administrative. Après la détention administrative, tu passes au tribunal et le tribunal t'expulse. En russe, le nom, parce qu'il y a beaucoup de mots français en russe, il y a 10, 15, 20%, et des fois, c'est des faux amis. Là, effectivement, si on le traduit littéralement, les gens vont crier. Mais le terme pour expulser les immigrés qui ont fait quelque chose de délictueux, ça s'appelle la déportation, si on traduit en français. Déportatsi. C'est le terme pour dire expulsion. Et il n'y a pas mes droits, mes droits, mes droits, hein. Non, on t'a accepté, t'as attaqué quelqu'un, t'as agressé quelqu'un, etc. Bon, bah, c'est out, t'es dehors. Et après, il y a les musulmans des républiques. Tu tu vas à Kazan, donc au Tatarstan, c'est pas les mêmes quand tu vas en Tchétchénie, par exemple, qui sont pas les mêmes quand tu vas dans les républiques dans le Caucase qui sont à côté. Mais la différence, c'est que eux, ça a toujours été leur peuple, c'est l'Empire russe qui est Mais ça venu. fait partie de la Russie. Oui, et puis même, oui, et puis c'est la Russie, on va dire, la Russie slave qui est venue à eux, on va dire, eux, ils étaient toujours dans le Caucase, ils sont pas, Hmm. ça fait pas 50 ans qu'ils vivent là. Et c'est pas la même chose. Et en plus, un des éléments supplémentaires, c'est que ce qui se passe justement dans cette opération militaire spéciale, c'est que vous voyez, on a vu en fait des Tchétchènes, parce qu'il y a toujours quand même, bon, les Tchétchènes sont un peu, ils ont le sang chaud, on va dire, hein. Et il y avait toujours, pas en chaîne faïence, mais bon, on se regardait, mais il y avait toujours des deux côtés un peu une. Et ben là, vous avez dans les tranchées, on va dire, tu avais donc toujours, d'ailleurs aujourd'hui, dans le nord, là, dans Kharkov, qui sont en train de faire, tu as les mêmes gens. Tu as des Cosaques, donc les Cosaques qui généralement ont combattu il y a des siècles ces populations, et des Tchétchènes ensemble et qui ont versé le sang ensemble. Donc là, on va dire pour la Russie, ils ont payé, on va dire, ils ont démontré qu'ils méritaient d'être citoyens à part entière pour les générations futures. Parce que quand Hmm. on verse le sang ensemble, ça crée quelque chose. Donc oui, mais il y a pas la même relation avec la religion parce que c'est pas la même histoire. Et puis, par exemple, faut connaître un peu l'islam, c'est global. C'est du soufisme dans le Caucase. Donc, c'est une forme de traditionnalisme qui peut être des fois très, 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 très traditionnaliste, mais t'as pas le voile comme ça se passe pas. Ça passe pas C'est pas ça en Russie. Il Pas y en des a femmes volées quelques, intégralement. il y en a quelques-uns, mais si tu as envie d'avoir des problèmes avec la police, voilà, fais-le. Non, non. Ils sont aussi très, très traditionnalistes, il n'y a aucune question. Mais justement, quand tu avais les salafistes qui étaient venus et des Arabes qui venaient du Proche-Orient et qui venaient pour faire le djihad, etc., bah, ça s'est mal passé parce qu'ils voulaient leur imposer leur version. Un De peuple de l'islam. montagne, un peuple de montagne, voilà. Et puis, euh, tous ces gens, justement, qui parlent de cela, et puis derrière ça, il y a l'idée raciale, eh ben, c'est très bien. Ben, prends un Tchétchène. Quelle couleur il a les yeux Kadyrov? En fait, c'est une langue indo-européenne, c'est un peuple indo-européen. Donc, s'ils veulent jouer à ça, on va finir, je vais leur dire, écoutez, et certains, à mon avis, faites plutôt une recherche généalogique. Je ne suis pas sûr que vous soyez plus proche du Tchétchène, on va dire, de la branche originelle. Non, c'est pas la même histoire. Je comprends qu'on ne peut pas le comprendre quand on connaît pas la Russie. Mais il faut éviter justement les généralisations. Euh, on peut pas généraliser la pensée français, le modèle français, et après tout regarder et comparer par rapport à ça. Parce que je dis simplement ça, tu peux pas comprendre l'histoire de l'Espagne, de l'Italie ou de l'Allemagne. Déjà, tu ne peux pas. Alors la Russie encore moins, c'est évident. Mais la Russie, justement, ça te permet toujours d'avoir ta religion, toujours ton identité culturelle, ta langue, mais tu as une langue commune qui est le russe. Et c'est une forme, c'est pour ça que je disais que c'est un empire.
c'est pas du tout la même notion. Et l'Europe a perdu cette notion, justement, d'empire où tu peux être toi, toujours toi, défendre ta culture, mais l'autre aussi. Mais c'est pas le melting pot à l'américaine. C'est pas les communautés contre les communautés. Et on peut le voir dans le côté où, quand c'est le moment de paix, les Russes, ils sont très, très individualistes. Vraiment très. Ils peuvent même te marcher dessus, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'il y a un élément de tension extérieure, là, ils se regroupent. Et là, actuellement, c'est ce qui se passe. Et c'est dans ces moments-là où c'est indescriptible, il faut vraiment le vivre. Même moi, aujourd'hui, après tant d'années, euh, tu as l'hymne national russe et que tu vois des gens qui défilent, et qui peuvent être des Tatars, des Bouriates, des Slaves de différents endroits, etc. Et ben non, ben moi j'ai une fierté de ça parce que c'est- je dis pas que la Russie peut être l'exemple ailleurs parce que c'est pas notre histoire, mais il y a peut-être des leçons il y a peut-être des leçons à en tirer. Donc tu dis que c'est pas une nation, c'est pas un peuple homogène, ce que souhaitent certains identitaires, mais c'est pas forcément un défaut parce que ça fonctionne. Il y a de l'autorité. Dès qu'il y en a un qui déconne, le problème est réglé. Et donc on peut s'en espérer. Et ça, c'est justement voilà. Donc comme tu dis, c'est un peu l'esprit empire. Bah, Où en fait, à 80%, voilà, donc ouais, 80, chaque peuple a son identité oui, oui. propre. Donc les Tchétchènes sont Tchétchènes, donc voilà, etc. Mais ils se sentent tous russes ou pas. Et c'est-à-dire ils vont respecter l'hymne national russe, ils vont combattre ensemble, ils vont être patriotes russes, même s'ils ont des identités différentes. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Alors, la connerie est universelle, il y en a partout. C'est une évidence, il y en a aussi oui, ici. Enfin, on est toujours de toute façon le contre quelqu'un. Mm. Mais là-dessus, oui, et on le voit avec ce qui se passe actuellement, c'est ce qui arrive. Les meilleurs soldats sur le front pour les opérations, une partie des meilleurs soldats, par exemple, toutes les opérations qui sont un peu coup de poing, généralement, c'est les Tchétchènes. Ceux qui arrivent à tenir les lignes de front très dures et beaucoup, c'est des bourriates aussi, etc. Bourriates, c'est une population, on va dire, mongole, en quelque sorte. Oui, oui, non, il faut vraiment connaître la Russie pour ça, c'est quelque chose de plus grand. De plus grand. C'est pour ça que je me dis grand européen. C'est pas une trahison de la France, parce que la France a beaucoup d'avantages. Bon, les climats, les paysages, son histoire, la gastronomie, ça, en français, on peut être partout. La gastronomie, c'est important. Mais le, c'est quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, mais je rappelle quand même que la France, c'est pas une nation qui est arrivée comme ça, c'est l'État qui l'a créée. Sans l'État, si on regarde l'histoire, il y a pas de France. Les Allemands existaient avant qu'il y ait l'État allemand. Les Russes existaient avant qu'il y ait l'État russe. Les Italiens, pareil. L'espagnol, c'est un peu plus compliqué. Mais on prend et la France il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, en Bretagne, on s'intéressait à ce qu'il y avait en Corse. Enfin, déjà, elle n'était pas française, mais on s'intéressait à ce qu'il y avait en Alsace. Ah, bah, c'était pas français non plus. Il y a beaucoup Donc, d'identités différentes quand même en France. Ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment. voilà. Alors, est-ce Sans que parler ça. des dom-toms. Oui, mais moi, je suis breton, donc bon, je parle français. Mais on se rappelle quand même que pour forger la France, l'État français a réprimé les langues régionales, Régional. qu'on dit régionales. Moi, je me rappelle que jusque dans les années 70, entreprise d'intérim en France euh, qui s'adressait aux agriculteurs pour cueillir les fruits et légumes. Ils leur demandaient, vous voulez quel type de travailleurs? Alors, c'était marocain, portugais ou breton. C'était écrit comme ça en France. Donc, Ah, maintenant, c'est plus écoutez, possible. petit jeune identitaire, je comprends très bien, mais soyez quand même plus large. La Russie, c'est pas le melting pot. La Russie, c'est l'Empire. C'est quelque chose que l'Europe a oublié. Et je préfère quelque chose qui rassemble que quelque chose qui divise. Et soutenir, je vais vous le dire clairement, soutenir en Ukraine un régime, parce que le peuple, c'est différent. Et les Russes ont toujours de la famille en Ukraine et les Ukrainiens ont toujours de la famille en Russie, hein. Mhm. C'est pour ça que vous verrez jamais en Russie quelqu'un dire super, il faut aller bombarder Kiev. Ça n'existe pas. Les gens, c'est déjà arrivé une fois à la télé, un journaliste qui a fait ça sur RT, il a été viré le lendemain. Parce que tu ne peux pas propager ce genre de discours. En Ukraine, par contre, c'est open bar.
et on ne fera pas l'Europe avec des gens qui détestent tous leurs voisins, parce que les bendéristes en Russie, en Ukraine, ils n'aiment pas les Russes, ils n'aiment pas les Polonais, ils n'aiment pas les Romains, enfin, ils n'aiment personne, hein. Donc, c'est assez particulier. Donc, euh, oui, dans tous les gens qui se disent de droite ou de droite radicale ou identitaire, etc., je pense qu'il y a une méconnaissance. Venez en Russie, les gars, venez en Russie, venez à Saint-Pétersbourg, c'est l'été, parce que l'hiver c'est particulier, mais c'est un musée à ciel ouvert. Venez à Moscou parce que c'est la ville la plus moderne d'Europe. Venez dans le sud parce que vous allez voir que la Russie, c'est pas que la neige et les ours. Voilà, c'est un continent Il à y a part. tu as parlé des combattants. Les meilleurs combattants sont souvent les Tchétchènes, etc. Ça me fait penser à d'autres formes de combat, le MMA, parce que je suis passionné de MMA et je suis coach aussi, etc. Et c'est vrai aussi, parce qu'il y a pas mal de champions de MMA qui sont tchétchènes. Mais il y en a aussi beaucoup en France. Il y en a qui s'entraînent beaucoup. Donc, je ne sais pas pourquoi il y en a beaucoup, mais voilà. Mais il y en a qui vont critiquer ton discours en disant qu'il y a quand même certains problèmes aussi avec les Tchétchènes, même en France. Il y a des problèmes d'islamisme. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans? Est-ce que ce qui pose problème, c'est une minorité parmi les Tchétchènes ou est-ce que c'est tout le peuple tchétchène qui est comme ça par nature et que dans tous les cas, ils veulent islamiser le monde? Quelle est la différence avec les islamistes, on va dire maghrébins ou d'autres? Voilà, donc comment tu analyses ça? Est-ce que vraiment c'est un problème les Tchétchènes? Non, ça a pu l'être à un moment parce que qui dit montagne dit caractère particulier, qui dit aussi, des fois, certaines mafias sont quand même assez caractéristiques du Caucase. Et les Géorgiens sont très bons là-dedans aussi, hein. Dans le Kouban, tous ceux qui font du trafic en général assez particulier, tu as une grosse proportion de Géorgiens, hein. Je ne dirais pas les mots que des amis que je connais dans les services de sécurité, mais on va dire qu'ils ont souvent affaire à eux. Donc, les Géorgiens sont pourtant chrétiens. Donc, vous voyez, donc il ne faut pas non plus caricaturer. Quand on ne connaît pas, il ne faut pas le dire. Mais sur les Tchétchènes, alors déjà, ceux qui sont en France, ils sont venus, entre guillemets, certainement réfugiés à l'époque où il y avait les guerres, fin des années 90 et début des années 90, enfin milieu des années 90. Et début, quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a réglé le problème, il a mis 2-3 ans à régler le problème. Et c'est une région, Grosny, c'est une ville moderne, hein, tout reconstruit. Enfin bon. Et avec d'ailleurs, entre guillemets, la plus grande mosquée d'Europe, entre parenthèses. Et comment dire ça? Euh, Ceux qui sont en France, qui sont venus en France, voilà. Il y en a qui sont nés en France aussi. Et puis ceux qui sont toujours qui sont, on va dire, en Russie. Mais vous voyez, quand il y a certains jeunes, parce qu'ils sont très tenus, là, c'est un système clanique, comme tous les systèmes montagneux, de peuples de montagne, il y a des clans, c'est des familles élargies en quelque sorte. Donc ton acte, comme dans les tribus d'ailleurs en Libye, qui sont très nomades, ce sont des clans en fait. Et c'est pour ça que si tu ne te dis pas ça, tu ne peux pas comprendre des fois la religion ou les disputes religieuses ou politiques, c'est des histoires de clans en réalité. Et quand ils s'extraient, on va dire, ils vont à Moscou pour ne pas avoir le poids de la famille, vivre leur vie, on va dire, un peu dévergondée. Des musulmans qui boivent de l'alcool et qui vont de fille en fille, moi j'aime bien ce genre de personnes. Et donc, quand ils font des fois un peu trop de conneries, bah, ils sont rappelés par Monsieur Kadyrov ou par d'ailleurs le chef de clan parce que ça fout un peu la honte pour eux. Donc, ils reviennent, ils font acte de contrition et puis ils se tiennent bien s'ils ont fait des conneries. Donc, en fait, ça tient justement parce que le système russe a responsabilisé les chefs de clan, a donné le pouvoir justement au chef de clan ou au chef de clan qui est Kadyrov. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une société très hiérarchisée le Daghestan à côté. Alors là, il y a 80 langues ou 90 langues différentes. Quand on dit Daghestan, Daghestanais, c'est pas un peuple, hein. Il y en a plein vraiment Il y a différents. beaucoup de lutteurs aussi. Il y a des bons en lutte. Oui, 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 oui. Mais le système est très familial, très clanique, très hiérarchique, très vertical, ce qui fait que quand quelqu'un fait une connerie, il est recadré rapidement, même pas par la police ou par la loi, la justice. C'est que la société en elle-même et la famille, ou la famille large auquel le remet dans le droit chemin. Alors, il y a des bons et des mauvais côtés, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et aujourd'hui, on le voit bien, euh, les Tchétchènes sont par rapport à la proportion du peuple, ils fournissent énormément de soldats dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Alors évidemment, en Europe occidentale, on dit les chiens foutent Poutine, etc., ainsi de suite. C'est vrai que ça choque pour un Français qui ne comprend pas la culture russe, où vous avez des gens en uniforme avec la barbe et qui disent
qui disent Slava Russie à Akbar. Oui, mais ça, c'est la Russie. C'est ce mélange-là. Mais euh, l'islam en Russie, c'est quoi? C'est 10-15%, et c'est dans des régions. Et c'est leur région, c'est leur pays. Ils ont Après, ils après ont tu as leur beaucoup. république. Beaucoup pensent que que leur population va beaucoup augmenter en Russie et qu'elle pourrait un jour devenir majoritaire, puisque les Russes ont les mêmes problèmes, en tout cas les Russes blancs ont les mêmes problèmes que les Occidentaux, ils font moins d'enfants, alors que les Tchétchènes, ceux du Daghestan, etc., enfin les musulmans font beaucoup plus d'enfants. Donc un jour, la population russe va changer. Et donc ils disent attention aux patriotes, aux identitaires français, n'allez pas en Russie, c'est un, c'est un faux bon plan. Alors, moi, sur ce côté-là de la peur que ces gens parce que derrière l'islam, en fait, c'est des populations qui ne sont pas européennes, il faut le dire très clairement. Parce qu'on fait quoi à ce moment-là des Albanais Hmm. et même des Kosovars et des Bosniens qui sont musulmans, et pourtant ils sont européens. Donc, quand on regarde d'un niveau européen, c'est pas un vrai problème. C'est parce que l'État n'est pas fort, l'État n'impose pas des valeurs communes, l'État ne tape pas sur ceux qui vont à droite et à gauche, et qu'il y a un masochisme. En Russie, il n'y a pas ça. Donc le problème est moindre. Et sur le problème démographique, oui, ça par contre, c'est une vraie question, parce que là, on entre dans les tranches en fait, des enfants qui sont pas nés dans les années 90. Et donc, il va y avoir un peu un reflux démographique. Mais après, quand les enfants ont commencé à revenir, là, ceux qui vont arriver dans 5 ans à peu près, peut-être 5 10 ans, c'est les enfants qui sont nés après, les enfants de Poutine en quelque sorte, ceux qui sont nés sont arrivés. Et là, il y a quand même un peu plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'indiquais auparavant, c'est pas ils ne sont pas focus sur l'immigration, faire venir justement une certaine catégorie de migration, parce que le focus pour l'instant, c'est de terminer l'histoire qui a commencé en 2014, enfin, même avant, parce que c'est en fait c'est l'OTAN le problème, mais en 2014, ce qui s'est passé en Ukraine, donc ça, ils sont là à vouloir terminer, et d'ailleurs, la nomination que tu as indiquée du ministre de la Défense, c'est pour accélérer le rythme, parce que c'est quelqu'un qui est très bon on va dire, la mobilisation de l'appareil industriel, là, dans le cas précis, pour l'effort de guerre. Mais ils vont s'en occuper après, j'en suis sûr et certain, parce que beaucoup de députés en parlent. C'est pas, je dis, c'est pas le focus, mais ils vont y arriver. C'est pour ça que moi, je pense, avec certains, on travaille et on va travailler à leur faciliter un peu le travail, à leur expliquer évidemment les erreurs à pas faire, et puis les choses qui sont possibles et qui seront positives, on va dire, pour la Russie. Alors maintenant, la Russie va devoir se positionner parce que beaucoup de pays dans le monde, effectivement, sont en émergence économique et sont également dans cette position-là. Euh, mais pour un Européen qui veut vivre dans un environnement encore culturel européen, bon, dans un environnement de sécurité avec un développement économique, qu'à l'école, tes enfants, on leur raconte pas que des conneries, bon, moi, je vois que là aussi, sérieusement, sérieusement. D'accord. Bon, ok, très bien. Bon, maintenant, il y a un Français qui est convaincu, il a vu la vidéo et donc il se dit comment faire. Donc, qu'est-ce que tu lui dis? Quel conseil? Bon, tu as déjà dit, il faut faire attention, faut bien préparer cela. Bon, voilà, donc j'ai échangé avec Alexandre Le Frussien il y a quelques mois, lui qui est à Moscou. Est-ce que j'ai l'impression que vous faites à peu près le même travail, vous êtes complémentaires, vous êtes en relation, en fait, comment? Donc, c'est un petit peu lui, il est à Moscou, toi, tu es à Krasnodar. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous travaillez? Ben, d'un premier abord, on peut se dire qu'on propose la même chose. Bon, j'ai pas été tellement proactif jusqu'à présent, mais je vais l'être plus. Mon blog va arriver, mes services vont arriver, d'autres choses vont arriver, vraiment des choses qui seront plus claires pour les gens. Ça va être plus explicite et plus proposé d'une manière plus concrète et plus pratique. Jusqu'à présent, c'était plus des gens qui me contactaient, on va dire, et je les aidais, mais je faisais pas du proactif comme peut le faire Alexandre à l'heure actuelle avec sa chaîne YouTube, par exemple. Mais oui, on travaille en commun. Des fois, il y a des gens qui le contactent, qui sont intéressés par le Sud. Donc, moi, c'est moi qui va traiter, évidemment, parce qu'on parle de business, de ses clients pour l'expatriation dans le coin. Mais il vit dans une grande ville, je vis dans une ville de province. C'est pas la même expérience. Donc, finalement, on est assez complémentaires dessus. Mm. Je me vois pas en concurrence. Et puis, d'ailleurs, de toute façon, c'est un ami. Donc, ça me pose aucun problème. Surtout que vivre en Russie, c'est on va dire le nom de mon activité d'aide à l'expatriation, c'est pas mes principaux revenus. Donc c'est quelque chose que je fais sérieusement, mais c'est pas quelque chose que je fais à 100%. C'est pas 100% de mon temps, on va dire, quoi.
Donc, ces choses-là pourraient disparaître, ça ne changerait pas mon niveau de vie, je veux dire. Donc, mais je le fais parce que c'est aussi un business, c'est vrai, mais je le fais aussi par conviction. Je ne fais pas quelque chose qui ne peut pas me passionner. Je ne peux pas commencer ouvrir l'ordinateur et me dire, oh, Donc, tu le j'ai fais par ça. conviction. C'est quoi les convictions? Parce que tu veux aider tes compatriotes français à venir. C'est ça, tu... Je veux aider c'est quoi qui certains. te pousse? certains- C'est quoi la flamme ouais. qui te pousse ton engagement? Ben, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait personne qui m'a aidé. J'ai vraiment tout fait de A à Z. Bon, quand tu as une compagne, une épouse russe, ça aide parce que généralement, c'est des combattantes, elles savent comment faire avec l'administration. Donc ça y va, parce qu'au tout début, tout seul, faire tout seul, bon, même si tu parles russe, tu n'y arriveras pas. Il faut arrêter de rêver, ça n'existe pas. C'est pas que c'est une bureaucratie impossible, c'est qu'il faut comprendre comment il fonctionne. Une fois que tu as compris comment il fonctionne, voilà, faut pas se braquer, faut dire, oui, mais c'est comme ça, normalement, ce serait logique. Écoute, il y a la loi, il y a l'application de la loi, c'est deux choses différentes. L'usage, c'est ça. Tu ne changeras pas, fais le roseau et passe. Et ça, il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas à passer ce stade. Mais généralement, il faut 2, 3 ans pour commencer à passer ce stade et devenir un peu plus zen, on va dire. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça de toute façon. C'est toi qui dois te plier aux habitudes et pas l'inverse. Et puis aussi parce que il y a des gens qui fantasment sur la Russie et mon devoir aussi, c'est de leur dire à certains, c'est pas pour vous. Et certains, ça leur plaît pas. Il y a des gens, moi j'ai un produit qui s'appelle Appel Focus, c'est un appel, voilà. Euh, c'est un appel sur lequel on va faire un peu le bilan. Tu peux me poser des questions, je vais te débroussailler tout ça. Et il y a des gens, ils sont pas faits pour. Et c'est déjà arrivé, j'ai des gens qui, ça leur trouvait bizarre. Genre, je paye et tu me dis qu'il faut pas venir, alors que j'ai envie de venir. Je dis, mais si tu viens, tu vas rater. À 90% de chance, j'en suis sûr. Alors, Tu c'est dois quoi, par travailler. exemple? C'est quel profil pour qui c'est pas pour lui la Russie, Bah en déjà, quand gros? tu arrives, que Les red tu flags. t'arrives, et que le seul mot que tu arrives, je vais en Russie parce que femme, 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 femme. Non, Ouais. elles sont pas là à t'attendre. Euh, les années 90, c'était quelque chose. Aujourd'hui, elles sont pas là à t'attendre. Le mec qui arrive, j'arrive, donc j'ai de l'argent et les Russes sont tous pauvres, c'est terminé. Les Russes de la classe moyenne, ils sont plus riches que toi. Donc, cherche pas, tu n'arriveras pas là-dessus à faire concurrence. Le Russe, lui, il va comprendre comment fonctionne une femme russe. Toi, tu vas pas la comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui t'explique. C'est plus compliqué qu'on le pense. Je veux dire C'est culturellement, même si tu apprends la oui, langue, il y a des choses que tu vas pas comprendre, pourquoi oui, elle réagit oui, comme ci, comme ça. Ouais. oui, oui, même après des années, même après des années. Il faut des fois, et même avec l'éducation, même si on joue le masculiniste, etc., c'est pas vrai. Même si tu te comportes dans une femme avec le côté je suis masculiniste et je vais imposer la femme, tu vas quand même te comporter des fois comme quelque chose que pour une femme, tu seras, je ne vais pas le dire parce que on est sur YouTube, mais pour elle, tu ne seras pas un homme. Voilà, parce qu'on est quand même encore, il y a quand même des influences. Et alors que d'un côté, les femmes russes sont très indépendantes, mais voilà, s'il y a un côté, il y a une dichotomie, des fois, il y a deux éléments qui sont dans une femme russe, et ça, il faut comprendre. On ne peut pas dire qu'il y a une femme russe, évidemment, comme partout. Mais il y a quand même des traits assez particuliers euh, qui peuvent se retrouver partout, la majorité des femmes. Oui. Donc, c'est pas... Donc, des gens qui pensent qu'ils viennent, pour parler très clairement, et que les femmes à l'attendent, ils vont sortir leurs quelques billets, non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, ça va pas matcher, ça va pas fonctionner. Et puis, si tu viens avec cet état d'esprit, moi, personnellement, je veux pas que tu viennes, quoi. Ça m'intéresse pas de voir venir des gens Ouais, comme tu ça. veux pas attirer le pire de la France, quoi. Bah, parce que bien que je sois russe, les gens, quand même, ils voient quand même toujours que je suis français, pour eux, quoi qu'on en dise. Et si tu as un Français qui vient et qui fait que des choses qui sont sales, bah, ça va retomber aussi sur moi. Ouais, ouais, Sur moi, tout à en fait. général. Et non, je peux pas. Il y a des gens, Tu des veux fois, une qui peuvent se... immigration choisie, tu veux de Français qui migrent en Russie, tu veux qu'ils soient de bonne qualité. Oui, non, mais même ces gens-là, que je considère qu'ils ne le seraient pas, mais même pour eux, à un moment, ça se terminera par un échec. Hmm. Et rapide. Ce sera rapide, ce sera 2, 3, 4 ans maximum. Et ils auront perdu 2, 3, 4 ans de leur vie. Alors quand tu as D'accord. 20 ans, c'est pas grand-chose. Mais si tu as 30 ans et que tu cherches à avoir une famille et que tu as près de 40 ans, bon, tu peux encore, mais si tu as C'est jeune, 40 ans, 30 ans encore. Moi, je dis ça parce que oui, oui, j'ai 30. Psychologiquement, oui, je suis encore jeune ou pas? oui, oui. Non, non, mais je dis, tu viens, tu es célibataire, tu veux fonder une famille, etc. Oui, ça peut fonctionner. Il y a certains éléments, certains caractères que tu dois avoir et c'est pour ça que on peut dire ce qu'on veut. Il y a certains qui disent, oui, mais on peut venir en Russie tout seul, etc. Oui, oui, sur le principe, tu peux venir, tu n'as pas besoin des services d'Alexandre, tu n'as pas besoin de mes services. Sauf que je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Ouais.
déjà, la plupart des gens parleront pas russe ou mal. Deux, ils comprendront pas la différence culturelle parce qu'ils ne seront jamais venus. Voilà, il y a vraiment quand même une différence culturelle importante. C'est pas, tu vas, si t'es en France, on pense à peu près tous la même chose. Mais en Russie, même en Russie, tu vas à Moscou, et tu vas dans le Kuban, dans la région dans laquelle je suis, ça fonctionne pas pareil. Ça fonctionne pas pareil. Tu vas en Sibérie, ça fonctionne pas encore pareil. Tu dis, attends, c'est des Russes, c'est des Slaves, ils ont la même tête. Ah oui, mais là-dedans, ça fonctionne pas pareil. Ouais, ils sont tous différents. Mais vraiment, oui, non, mais la façon de penser, culturellement, ils sont très proches, hein, mais la façon d'aborder les choses, la vie, ça peut être le timing, voilà, c'est vraiment différent. Euh, Tu peux pas venir et faire ton français et puis obliger les gens à faire comme toi. Mais ça en vaut le jeu en vaut Mm. la chandelle. Alors, C'est une fois que tu as cassé le mur, là, la Russie t'offre, là, vraiment. Tu peux profiter de ce que la Russie t'offre et ce que la France, malheureusement, t'offre plus. Parce que la Russie, sur beaucoup de points, c'est la France des années 50, hein. ouais. Pour avoir, sans vouloir faire son français, bon, c'est toujours bien d'avoir une communauté de Français qui aident, avec qui tu peux quand même passer de bons moments partout dans le monde. Bon, je pense qu'il faut un juste milieu, comme on l'a dit au début, ne pas rester qu'entre Français et ne pas devenir voilà, totalement russe, etc. Et éviter les Français. Commencer à Krasnodar, parce que bon, j'imagine à Moscou, on peut éventuellement trouver pas mal de Français si on se sent seul, même si on a un job, on gagne de l'argent, on est bien réussi. Il y en a qui vont se sentir seuls parce ils ont envie de faire un bon resto français, ils ont envie de faire des films français, ils ont envie de faire des blagues en français avec des gens qui comprennent, ou même pas des francophones, des Français, parce qu'il y a des blagues qui sont françaises et pas canadiennes ou belges. Voilà, Krasnodar, est-ce qu'il y a une communauté française? Est-ce que tu vas là-bas, tu vas te faire des amis, quelques amis français? Tu n'as pas envie de traîner avec des Français tout le temps, mais bon, un petit peu. Tu peux te faire des copains français là-bas? Oui, alors il y a des Français qui sont là depuis un certain temps et qui sont totalement russifiés et qui ne veulent absolument pas rencontrer de Rencontrer d'autres Français. Français. Ah non, mais certains, ils ont coupé les Bah, ponts, ça ça, y est. il y en a plein en Chine aussi, il y en a partout. Ouais, ouais. Mais des fois, on peut les comprendre par les expériences qu'ils ont vues, parce qu'à une époque, il y a beaucoup de gens qui venaient, de Français, et qui arrivaient et qui pensaient qu'ils avaient quitté maman, ils allaient retrouver papa. Non, non, ici en Russie, en tout cas sur Krasnodar, nous, on a créé un petit groupe où on se réunit de temps en temps, comme ça. Mais si on ne se voit pas pendant 2 mois, on va pas mourir, on va dire. Moi, j'ai mon copain qui est juste à côté. Bon, on se voit tous les jours, presque. Mais c'est ça parce qu'on est à côté, on fait du sport ensemble, on fait même certaines activités dans le business ensemble, etc. Mais puis il y en a d'autres, je ne vais pas les voir pendant X temps, mais on n'est pas une secte en fait, voilà. Mais quand on vient, c'est bien d'avoir effectivement un support. Mais il ne faut pas attendre que la personne fasse les efforts ou, on va dire, t'aide à ta place. Il y a des gens qui arrivent et qui pensent que parce que je suis français, tu dois m'aider. Non, mais je ne te dois rien. Personne ne te doit quelque chose, où que ce soit, quoi que ce soit. Donc ça Il ne n'existe faut pas. pas Et avoir ça, l'esprit assisté, quoi. Il ne faut pas venir en Russie en disant c'est bon, je vais entre Français, on s'entraide, vous allez m'aider à trouver le logement, le job, le machin et la femme et tout, quoi. même certains, Non. oui, et même certains, justement, tu parlais de gens de droite affirmée et même d'identitaires, voire plus, ils critiquent à juste titre cette mentalité française qui est négative sur ce point, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils en sont le produit, puisqu'ils reproduisent la même chose, mais ils ne se rendent pas compte. Des fois, c'est affligeant, hein. Et quand tu leur dis, ils ont l'impression d'être... bah, ils n'acceptent pas la réalité que tu leur dis. C'est, ben, écoute, non, moi je veux bien t'aider, t'aiguiller. Même, il y a des gens que j'ai aidés, je ne suis pas fait payer mes services parce que leur donner des conseils comme ça de base, quel café aller manger, etc. Bon, c'est évident. Mais, si tu veux vraiment un accompagnement, etc., c'est du temps. Là, évidemment, c'est mes services. Mais il y a des gens qui pensent que ils arrivent et qu'on doit absolument les aider. Les Les Français sont pas accueillir. les Français sont pas très communautaires par défaut, et je le dis très clairement, dans notre petit groupe de Français, il faut d'abord monter patte blanche, parce que on a eu des gens qui sont venus et qui se sont mal comportés, et donc on n'a pas envie de reproduire ça. Alors, on devient un peu russe, un peu méfiant, mais moi je suis breton, donc par défaut, moi, de le côté russe, genre, je suis un peu rustre au début, un peu dur, ça va, c'est mon caractère. Mais oui, on veut.
aider les gens quand tu arrives et que tu connais rien, évidemment, j'ai été comme ça, je comprends très bien les questions et les problèmes auxquels tu es confronté. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça aussi que en dehors même du côté business, aider les gens, j'aime bien faire ça. Parce que je leur fais gagner du temps, énormément de temps. Mais comment dire ça? Après, sois un peu aussi proactif, Il faut se bouge, débrouiller un petit etc. peu quand même, il faut Moi, apporter quelque chose au groupe, ouais. oui, moi, j'ai déjà aidé des jeunes Français qui venaient ici pour voir la Russie. Donc, ils ont passé un an d'études à l'université. Ça leur coûte moins cher que sur Moscou, parce que le logement à Moscou, c'est 2 à 3 fois plus cher Ah oui, qu'ici, ça hein. c'est intéressant, c'est bon à savoir, les étudiants. Oui, Moscou, c'est une ville, tu peux tout faire. Voilà, c'est vraiment idéal. Krasnodar, c'est moins, évidemment, c'est plus petit, mais tu peux tout retrouver aussi, hein, il n'y a pas de souci. C'est plus petit, c'est évident. C'est aussi moins cher, c'est plus économique déjà. Puis le climat aussi, ça compte quand même un petit peu pour Pour un certaines jeune, c'est personnes. bien, il peut sortir en boîte, il y a des trucs à faire ou c'est un peu chiant? Non, non, non. Ah non, non, je me rappelle de Français qui, il y a quelques années, faisaient du business même à Kiev et qui avaient quelques business ici dans le Kuban, d'ailleurs dans le domaine forestier, je ne sais plus exactement ce qu'ils faisaient. Et il me disait, la vie nocturne à Krasnodar était plus active qu'à Kiev. En- Ah bon? en- Hmm. oui, 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 oui. Oui, et en particulier depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Il y avait une ville, il y avait très rapidement, centre-ville, une rue principale, où il y avait tous les commerces avant. Moi, j'ai vu les centres commerciaux presque se construire à Krasnodar. Et donc, bah, les commerces sont partis dans les centres commerciaux. Et cette rue principale, avec plein de petits commerces, elle commençait à se dépeupler. Il n'y avait plus grand-chose. Ils ont refait, ils commencent là, ils refont parce que c'est un peu le cœur historique. Bon, la ville a été détruite à 85% pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il ne reste pas grand-chose, hein. Mais ce qui reste, ils en ont pris conscience et ils commencent maintenant à le mettre en valeur. Ils restaurent, ils font des rues plus sympathiques. Et il y a de plus en plus. Et là, depuis 2 3 ans, bah, tous les commerces qui étaient abandonnés, bah, c'est devenu des pubs, des restaurants. Alors, il y a des fast-food évidemment, mais il y a plein, mais vraiment plein de choses. Et là, des fois, tu découvres un peu comme à Saint-Pétersbourg. Tu as une porte, on va dire une porte cochère comme ça, mais qui est ouverte. Ça paye pas de mine et tu rentres et à l'intérieur, tu as 15 restaurants tout à fait différents. Et là, si tu veux rencontrer du monde, tu peux y aller. Il y a que ça. C'est fait que pour D'accord. ça, d'ailleurs. Bon. Moi, des fois, quand je j'ai pas envie je bosse chez moi, puis à un moment, je bosse le matin chez moi. Et puis, l'après-midi, je sors, on va dire, pour changer les idées, faire d'autres choses et d'autres types de travail. Je prends mon ordinateur portable et quand il fait beau, je vais en centre-ville et je me mets à la table d'un café ou dans des trucs comme ça. Et puis, je travaille. Et puis, des fois, tu rencontres des gens par hasard, des gens, et des gens qui deviennent tes amis ou IE aussi, IES. Donc, D'accord, ouais. voilà. Très bien. Bon, on a parlé des professionnels, des étudiants. Qu'en est-il des retraités? Est-ce que ça pourrait être une bonne destination? Moi, je connais pas mal de retraités qui sont au Portugal s'ils veulent rester en Europe, éventuellement au Maroc si ça, ben, ça leur va, et bien entendu beaucoup en Thaïlande, comme tout le monde le sait. Mais pourquoi pas la Russie? Donc, imaginons, ouais, j'imagine un retraité qui a peut-être peu de moyens, il veut un endroit où la vie est abordable, mais paisible et bien, et bien entendu, il veut une vie, un pays qui ne soit pas woke, donc voilà, les valeurs traditionnelles, ou, etc., etc. Est-ce que Krasnodar, la Russie et plus particulièrement Krasnodar, ça peut être une bonne option? Oui, alors ça, pour le climat, oui. Et puis même, il faut toujours penser, parce que beaucoup de gens parlent de Sochi, 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 ils ont ça en tête. Mais quand tu commences à avoir un certain âge, il faut aussi penser aux questions de santé. Et si tu veux, si tu as un problème cardiaque, c'est pas à Sochi que tu vas être opéré, c'est à Krasnodar. Et Krasnodar fait partie des 3 4 villes en Russie où, d'un point de vue justement santé sur des points particuliers, c'est au top. Si tu as un problème d'ailleurs ophtalmologique, tu as 3 endroits en Russie, dont Krasnodar. Sur le côté justement chirurgien, toujours cardiaque, c'est à Krasnodar que ça se passe, c'est pas à Sochi. Si tu as un problème cardiaque, c'est Sochi, hélicoptère, et tu vas à Krasnodar, quoi. Bon, il y a aussi ça à penser, quand même. Maintenant, il n'y a pas un statut particulier qui favorise à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est sur ça que je t'indiquais qu'on essaye de travailler à plusieurs et que j'essaye de favoriser qu'on va travailler à plusieurs dessus pour proposer en leur disant, écoutez, il y a des gens qui veulent venir, ils demandent rien, ils coûtent rien et ils apportent même, on va dire, Hmm. de l'argent. Et puis ces personnes âgées, d'ailleurs, entre guillemets, personnes âgées ou retraitées, hein,
À un moment, ils ont voulu aussi avoir une activité. Et bah, ces gens-là, ils peuvent aussi des fois, pas, vous pouvez aller dans les écoles, ils peuvent participer des fois dans justement des clubs de français pour les élèves. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire, puisque les Français sont habitués plus que le reste du monde d'ailleurs à faire du bénévolat dans les associations. Et ça, bah, en Russie, ce sera un côté positif aussi. Donc, il n'y a pas de statut particulier pour venir. Tu es obligé de passer selon les cas particuliers et selon le capital que tu as. Mais si tu es un petit retraité avec une petite retraite, ça va être compliqué de venir en Russie, Il n'y a pas financièrement un visa parlant. spécial retraite comme la Thaïlande, quoi. Voilà, donc il faut quand Non, même, non, pour l'instant, un pas. visa pro, business. Voilà. Oui, oui, il faut jouer avec d'autres types de visas pour t'installer ou d'autres types d'investissements qui te permettent d'avoir le visa. Mais là, il faut quand même avoir un peu d'argent. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, non. Et c'est ce qu'on essaie de leur expliquer, un truc pour des digital nomades, un truc pour les retraités. Voilà, ce genre de choses, rien que pour digital nomades et retraités, tu fais venir peut-être 2 fois plus de monde. Et les digitaux nomades, ça peut être ou des étudiants, mais ça, les étudiants, tu peux le faire maintenant, même aujourd'hui, hein, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Je dirais même que dans chaque université, ils ont une partie au niveau fédéral, une sorte de subvention pour les étudiants étrangers. Et il faut qu'ils ont leur quota en quelque sorte. Et donc, Tout le monde peut être étudiant, n'importe quel âge. presque, presque. Et Moi, à 70 ans, tu peux être étudiant aussi. je pense pas, mais ouais, non, 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 pour les retraités, il ne faut pas exagérer. Mais moi, quand je suis venu, j'avais plus de 30 ans. J'ai enchaîné, alors c'était la première fois, c'était 6 mois, mais après j'ai enchaîné avec 2 ans de visa étudiant. La première année, j'étais étudiant. La deuxième année, je l'étais pas tout le temps, on va dire. Je construisais un peu ma vie. Mais à l'université, je donnais des cours de français, je participais, j'essaie de donner quelque chose, quoi. J'essaie de montrer que j'étais pas là juste pour ça. De toute façon, bon, j'étais là, j'avais déjà un Avec, an. avec un visa étudiant, tu as le droit de travailler. Oui, mais pas à D'accord. 100%, tu n'as pas le droit de travailler. Je suppose qu'il y a il y a peut-être des digital nomades qui sont en visa étudiant, alors ça peut être une option. Il y en a qui le sont, à mon avis. Parce qu'en fait, quand tu vas, c'est là toujours la première année, c'est officiellement la première année pour après faire des études en université russe. Donc, c'est une année où la moitié de l'année, on va dire, enfin, toute l'année, tu apprends le russe. Et l'autre moitié de l'année, en plus, tu vas faire quelques cours du cursus que tu vas suivre après pour un peu t'habituer. Donc, et quand il faut y aller, justement, là, il faut y aller en immersion. Il ne faut pas venir et puis tous les soirs aller voir le français d'à côté. Non, 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 non. Sinon, tu ne vas pas progresser. C'est-à-dire que si tu vas voir le français peut-être une fois tous les 15 jours, et ça, c'est le grand maximum. Moi, je te conseille de venir une fois par mois, quoi. Il faut vraiment te mettre et venir en apchigétier, en foyer étudiant. Donc là, tu es vraiment, et là, en plus, tu apprends le jargon, tu apprends vraiment le russe qu'on parle tous les jours. Donc, c'est ça qu'il faut faire quand on vient. Et pourquoi, pour un digital nomade, ça pourrait fonctionner? Parce que, un, déjà, il va apprendre une langue. Et donc, c'est pas une année de perdue. Et puis, c'est le matin, en général. C'est parce que tu as 3 4 heures de cours, et puis après, bah, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, mais moi, c'est ce que je faisais. Moi, c'est ce que je faisais. Et juste petite anecdote quand même pour montrer l'importance de Krasnodar, là, je vends ma ville. C'est que le premier réseau 4G au monde public, dans le monde entier, il a été en Russie, euh, Saint-Pétersbourg, Moscou, Ekaterinbourg et Krasnodar, dans ces 4 villes-là. C'est-à-dire que moi, j'avais la 4G quand en France, en Europe, ça n'existait pas encore. Ah bon, comment Donc, ça se fait? Ça a été créé en Russie? Ça a été. bah, Ouais, et à la capitale du Honduras au même moment d'ailleurs, parce que la société qui avait fait ça s'appelait Iota. Bon, elle a été rachetée par une grande société qui s'appelle Megaphone en Russie mobile. Mais ils ont eu l'intelligence, c'est que le gouvernement russe a dit, OK, vous rachetez, mais en fait, vous faites pas, chaque opérateur, vous faites des bornes 4G pour qu'il y en ait partout. Vous mutualisez. Ce qui fait que ça puisse s'étendre très rapidement et à moindre coût en réalité. Donc, c'était un peu plus intelligent. Et oui, alors, ça s'est fait quelques mois après. Mais la première 4G publique, grand public, pas privé, etc., ça a été en Russie. Et beaucoup de gens l'oublient en fait. ok. Bon à savoir. Bon, maintenant, dans le domaine à Moscou, tu vas dans le métro, si tu t'es enregistré, et simplement avec ton visage, tu n'as pas besoin de payer, le porte s'ouvre. Alors certains disent oui, c'est la surveillance. Je lui fais, mais écoute, déjà, il y a des caméras partout à Moscou pour la sécurité, donc de toute façon, ton visage, il est repéré. Et puis, voilà, si tu crois qu'il y a un grand complot mondial, il n'y a aucun pays qui te va, hein. Je veux dire, à part peut-être le Groenland, je sais pas, peut-être. Mais Ouais, non, de toute façon, moi, je pense qu'on est obligé de vivre avec.
Et puis c'est bon, si à ce prix-là qu'on a de la sécurité, qu'on n'a pas des De toute racailles et façon, des égorges toutes les rues, moi je dis oui, quoi. oui, de toute façon, que ce soit bien ou mal, si tu veux vivre ta vie, euh, agis sur les choses sur lesquelles tu peux avoir tu peux avoir une influence. Le reste, c'est le côté français où on va parler de politique ad vitam aeternam, dans les belles idées, mais dans le concret, c'est très bien. Moi aussi, j'ai eu ma période idéaliste, hein, Le quand j'avais café de 14 commerce, ans. c'est bien pour se bourrer la gueule, mais bon, après, sans plus. Refaire le monde dans un café, c'est bien, mais il faut passer par là. Mais moi, par exemple, c'est vrai que politiquement, même avant que je vive en Russie, j'étais toujours assez pro-russe parce que je suis assez anti-occidental, parce que je suis européen. Je me considère européen, mais pas occidental. Parce que l'Occident, pour moi, c'est le cache-sexe d'un impérialiste d'un certain pays. Mais moi, j'ai une connaissance. Lui, son objectif, il fait du make-money sur Internet, on va dire, et son objectif a été de vivre aux États-Unis. Et ben, le gars, au lieu de prendre un boulot quand il a commencé tout jeune, à 2500, il a pris un boulot au SMIC parce que c'est des horaires précis. Il travaillait le matin, il travaillait le soir, il travaillait le week-end. Et ben, 4 ans après, et ben, il avait son visa aux États-Unis, il vit en Floride et tout va bien pour lui. Ben, moi, c'est pas mon truc, là, les États-Unis. Mais il a réussi sa vie. Son objectif, il le fait et il vit son rêve. Ben, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce sont les gens qui m'intéressent. Être avec quelqu'un qui est avec moi, qui a la même couleur de peau, etc., mais qui est un parasite social, ça ne m'intéresse pas. Mm. Ça ne m'intéresse pas. Donc, oui, certains vont considérer que c'est en France qu'il faut combattre, etc. Ben, c'est très bien, chacun son rôle. Mais je rappelle quand même que De Gaulle, il a quitté la France avant d'y revenir. Ouais, Juste un petit tout peu. à fait. Voilà. C'est une bonne remarque. Très bien, ben merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce que tu as eu un dernier mot, une anecdote, quelque chose que tu as sur le cœur pour conclure? Venir en Russie, venez d'abord en tant que touriste. Saint-Pétersbourg, Moscou, dans ma région, évidemment, dans la Crimée quand ce sera plus calme, dans l'Oural, dans Sibérie en particulier, le lac Baïkal, bon, c'est loin, mais dans la Russie européenne, venez. Déjà, venez à Moscou, déjà, ça va donner une claque Vous êtes européen, venez à Moscou, vous allez comprendre que la modernité, elle n'est pas là où on la pense. Et déjà, premièrement, euh, venez avec l'esprit ouvert, déjà, rien que venir, même 15 jours, il y a énormément de votre pensée qui vont tomber. Non seulement sur l'image que vous avez de la Russie, mais même sur vous-même, et même sur la France. Vous allez, même 15 jours, s'extraire de son pays, vous allez voir quelque chose, et ça, il faut sortir de son pays, il faut avoir les moyens de voyager aussi, mais c'est évident, mais pour, pour voir certaines réalités. Vraiment, parce qu'en France, vous êtes vraiment dans une cage de verre, quoi. Il faut vraiment sortir de ça. Déjà, premièrement, ça vous fera du bien intellectuellement, je vous assure. Pour ceux qui sont intéressés par l'expatriation, bah, tu as parlé d'Alexandre Prussien. Si vous êtes intéressé par Moscou, c'est lui qu'il faut voir. Si vous voulez la Russie de province où il fait un peu meilleur, c'est moi qu'il faut voir. Voilà. Mais venez en tant que touriste, déjà, ça vous fera déjà. Et plusieurs fois. Faut venir plusieurs fois. Venez à Moscou, vous venez à Krasnodar, Sochi, vous allez dans l'Oural. Allez voir les différentes Russies qui existent parce que les gens n'aiment pas les mêmes choses. Venez voir la ville et la campagne, c'est pas la même chose qu'en France. Voilà, il faut vraiment faire cette différence. La Russie, tu la vis dans la ville ou dans les villes. Dans la campagne, c'est un peu particulier. Bien que dans ma région, il y a un Français qui habite on va dire vraiment, on dit le trou du cul du monde, mais il est à 1 heure de Krasnodar, donc ça va. Il se reconnaîtra, à mon avis, il va regarder la vidéo. Non, venez, ça va véritablement, même les gens qui ont des a priori négatifs, je pense que ça va vous mettre une claque. C'est comme les gens qui vont en Chine et qui avaient des images, etc. La première fois qu'ils y vont, ça leur fait tout drôle. Ils disent, ah, quoi, c'est plus moderne? Bah oui, c'est plus moderne que l'Europe. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et le monde de demain, c'est celui-ci. Et la Russie en fait partie, justement. Donc, quelqu'un qui veut voilà, c'est un projet qui se construit. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Ça se prépare. Il faut reculer pour mieux sauter, apprendre le russe, venir plusieurs fois, commencer à comprendre.
comment investir, etc. Aujourd'hui, comment transférer de l'argent, etc. Parce que les petites sommes, c'est une chose, les grandes sommes, c'en est une autre. Mm. Il y a toujours des moyens, hein, de toute façon. Avec les BRICS, ce qui va se passer, j'espère, là, ils sont en train de travailler. Ça commence à devenir de plus en plus sérieux avec une monnaie basée sur 40% de l'or et l'autre sur un panier de monnaie. Bon, s'ils le mettent au grand public, bon, ça y est, c'est bon, c'est open bar pour le monde. Mais donc, moi, je leur dis, venez, je le répète parce que c'est essentiel. Venez en tant que touriste et commencez à apprendre le russe, même basique, même touriste. C'est les deux bases. Et message dans le message, quand vous apprenez le russe, apprenez les déclinaisons, c'est ce qui est le plus important en russe, et écrivez. Si vous n'écrivez pas et que vous ne faites pas les déclinaisons, vous ne parlerez pas russe, c'est la base. Donc ne passez pas à côté. Moi, j'ai mis du temps à me remettre à rapprendre le russe parce que j'ai fait l'erreur en disant bah, je ne vais pas prendre les déclinaisons, je ne vais pas écrire, je vais me débrouiller. Non, l'essentiel en russe, c'est si tu ne déclines pas le mot, il ne va pas comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, c'est les choses qui sont les plus importantes. C'est pas plus dur que le russe qu'une autre langue européenne, c'est pas vrai. Si tu travailles sérieusement, c'est pas de travailler beaucoup, c'est de travailler régulièrement. Mais c'est comme toute chose, préparer son expatriation, préparer, ça, bah, il y a le mot préparer, ça se fait en amont et ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ça vaut le coup. Quel que soit le projet ou quel que soit le pays, ça vaut le coup. Et si vous voulez autant avoir un tour spécifique avec une vue d'expatriation, pas simplement de touristes, euh, eh ben, il y a Vivre en Russie, c'est mon activité Voilà. où j'accompagne Tu nous les gens enverras à le vivre. lien, je vais les mettre dans la description. Ouais. Alors, il y a une question que je vais te poser. Tu n'es pas obligé d'y répondre. J'ai oublié de parler des européennes. Est-ce que toi, tu viens aussi, tu continues à voter ou est-ce que tu t'en fiches, tu t'intéresses plus? Et si tu votes, est-ce que tu as un commentaire sur les européennes? Tu sais pour qui tu vas voter? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? En 2 mots. Avant, on pouvait voter par voie électronique et avec Macron, c'est devenu c'est plus possible. Parce que quand tu es sur Moscou, tu vas au consulat, pas de problème. Mais quand tu n'es pas à Moscou, tu fais comment pour voter? Tu vas, Tu prends l'avion. ouais, voilà. Pour l'instant, l'aéroport de Krasnodar est fermé. Il y a celui de Sochi. Tu mets 5 heures en train pour y aller. Et puis après, tu mets 4h30 parce qu'il passe par la Caspienne, presque par l'Iran, on va dire, pour passer sur Moscou à cause de nos amis de l'OTAN. Donc c'est compliqué. Donc voter, c'est plus possible pour moi, on va dire. Ok. Même si je le voudrais, c'est techniquement c'est plus possible. Sur Moscou, tu peux, certains le font. Ouais. Bah, je suis pas, par défaut, je suis pas souverainiste parce que je ne crois pas déjà à l'Europe indépendante. À l'heure d'aujourd'hui, j'y crois pas. Alors la petite Europe, hein, j'y crois pas. Alors la France indépendante aujourd'hui, j'y crois pas non plus. Pour autant, je serais plus proche des critiques que peuvent faire les souverainistes sur l'État, parce que c'est eux qui sont un peu plus clairvoyants. Mais bon, ils sont minoritaires, ils sont mis de côté, personne ne les écoute. Enfin, si, sur Internet, oui. Mais généralement, il n'y a pas de conséquences d'un point de vue électoral. Si tu Donc, pouvais voter, tu sais pour qui tu voterais? je suis pas sûr que je voterai aux européennes aujourd'hui. Mais si on me dit, ah, si, tu dois voter, tu n'as pas le choix. Ouais, ouais, je sais pour qui. Je sais je voterai pas par conviction, je voterai pour presque, on va dire aider. Parce que le reste, les grands partis, ils n'ont pas besoin. Mais il y a toujours, il y a une forme de dynamique qui fait que les partis, on va dire, qui challenge deviennent s'attaquent de plus en plus au système parce que c'est comme ça qu'ils vont arriver. Vous prenez Mélanie. Mélanie, c'est très bien, mais bon, voilà, une fois que tu arrives au pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Bah, un peu le contraire de ce que tu as dit. Donc, Il y a j'ai l'impression que je serais ce qu'on appelle un petit candidat, mais bon, tu le gardes pour toi. C'est ça? Ouais, parce que ouais, sérieusement, Ah bon, ok. je crois plus à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, hein, moi je suis français, donc je suis un être politique, ça existera toujours. Avant ma vie en Russie, j'avais une vie très particulière qui fait que j'allais souvent dans un pays d'Afrique du Nord qui a été bombardé en 2011 par nos amis français et anglais avec les bombes américaines et qui ont détruit le pays, qui ont foutu le bordel au Sahel et la suite on connaît. Donc je connais, je vois très bien, je comprends hein, la passion qu'on peut avoir. À l'heure d'aujourd'hui, le pouvoir, il n'est pas dans la politique. Est-ce qu'il faut arrêter le combat? Non, certains peuvent le mener. Moi, j'ai donné, on va dire. Je suis plus dans le sens
essayer de sauver quelques âmes de certaines personnes qui ont la volonté et les moyens de pouvoir venir s'expatrier ailleurs, tout en étant proches. Ce qui ne veut pas dire que si à un moment décisif, il faudrait porter une aide quelconque, je serai aux absents. Beaucoup de aujourd'hui, pour terminer, on a parlé beaucoup, j'ai parlé beaucoup, qui sont en Russie, c'est ceux qui sont avec l'opération spéciale, beaucoup sont partis. Alors beaucoup d'entreprises les ont fait partir. Le consulat français n'a rien fait pour aider, pour que les gens restent, tout au contraire même d'ailleurs. C'est en cela que malheureusement la Macronie a détruit Ah, en fait, j'ai oublié beaucoup de de choses. dire quelque chose sur le vote électronique. Ça n'a jamais été possible, hein, pour les européennes et pour les présidentielles. Ça a été Pour possible que les, pour les, oui, oui, pour les c'était que pour législatives. les législatives et pour les Oui, consulaires. oui, oui, pour les législatives. Oui, oui, Mais oui, oui, pas bien pour les sûr. européennes. Oui, mais je crois que les consulaires, j'avais reçu du papier, je crois que j'ai dû donner mon droit de vote à un ami pour qu'il vote pour moi et qu'il vote pour lui en fait. Mais bon, ça c'est autre Ah, chose. d'accord. Mais ouais, mais je crois plus au réseau, je crois plus euh, au développement économique. C'est là où tu vas recréer des nouvelles dynamiques. Parce que je ne crois pas que ce qui se passe en Europe alors aujourd'hui, en France en particulier, tu arriveras par le haut. Le haut, il est déjà pourri, tu n'y arriveras pas. Tu y arriveras par les forces vives d'un pays qui, à un moment, arrêteront de subir le joug de certaines personnes qui font, en fait, qui n'aiment pas leur pays et qui font tout de ce qui est l'intérêt, dans le cas précis de la France. Je crois plus à cela. Certains peuvent le faire dans différents domaines. Certains le font en produisant des fois des vidéos YouTube sur l'actualité, c'est très bien. D'autres le font avec leur entreprise. Chacun amène sa pierre. C'est pour ça que je crois plus La au, au- métapolitique, en quelque ouais, sorte. presque. Le Oui, réseau, le après, business, le social. oui, ça a toujours été le cas en réalité, hein, mais je le crois plus aujourd'hui parce que dans la situation dans laquelle se trouve en particulier l'Europe de l'Ouest et la France, je pense que l'histoire s'accélère et qu'à un moment, le réalisme j'espère, parce que sinon c'est le suicide d'un continent entier, quoi. La Russie a pas cette volonté, elle n'a pas envie de mourir avec ces gens qui ont envie de se suicider, mais je crois pas que les Allemands ont tellement envie de se suicider pour les intérêts américains, bien qu'ils sont quand même très sous le joug. Je ne crois pas qu'à un moment, les industriels français, si tant est qu'il en reste, ont envie de finir comme la Grèce. Je ne sais pas. Je me pose la question, mais sérieusement, hein, je ne dis pas ça par ironie. Donc, je comprends l'action politique. Elle est toujours utile parce que c'est une voix qui se porte. Une voix est toujours intéressante à porter. Mais je crois plus à la formation de cadres et pas à l'action de masse. De toute façon, l'histoire a toujours été faite par des minorités et ça peut être des cadres qui ont une conscience politique, mais qui agissent dans le monde réel sur lequel il peut avoir du concret, donc dans le social, dans l'économie, dans le culturel. C'est ça qui est le plus important. D'où le réseau. Ok, ben, c'est exactement la ligne du CFI, du Club France International. Et je te remercie d'avoir contribué avec ton expérience. Merci beaucoup, Fabrice. À très bientôt. Merci à toi, merci à Bye. vous.